Allez, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu qu'il y avait deux grandes familles d'engins volants. Les les aéronefs, ouais. Et ils sont dans deux familles, les aéronefs, les aérostats et les aérodynes. C'est quoi la différence entre les deux? Les stats, ils sont statiques. Ouais, aérostats, ils peuvent voler même s'il n'y a pas de vent. Aérostats, pardon. Et les aérodynes, eux, ils ont besoin d'avancer. Ils ont besoin d'avancer pour voler. Ok. On avait vu dans tout ça qu'il y avait plusieurs types de fédérations. Tout ce qui est modélisme. Pourquoi tu me rappelles, Moaya? Je vous appelle pas plus. C'est pas toi, Moaya El Kidri? Pourquoi 06 50. Attends. 2 secondes. C'est mon père. Ah, d'accord, ok. Bon, ben alors, ok. Ben, je l'ai appelé pour rien. Je pensais que c'était ton numéro. Il faudrait que tu me le donnes, ton numéro. Du coup, j'en étais à... Oui, les différentes fédérations. La fédération avec les avions. Comment elle s'appelle? La FFA pour aéronautique. La Fédération française d'aéronautique, la FFA. Ok, pas la Fédération des avions. Non, c'est aéronautique. Ensuite, on a la fédération pour tout ce qui est télécommandé. Ça s'appelle comment? Ouais. FFAM. La FFAM, effectivement. La FFAM, c'est tout ce qui est aéromodélisme. Hop, qui c'est qui a bipé? Ah oui, c'est sur le WhatsApp. Ok. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui nous manquait? Tout ce qui est ULM. Plus dur. Les ULM, ils sont légers comme des plumes. Donc c'est la FF plume. Ok. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, les parapentes. Ah non, c'est pas les paramoteurs. Ouais, c'est ça, de vol libre. Ok. Et les planeurs? Fédération française de vol en planeur. Ok. Et avant, elle s'appelait la vol à voile. C'était un peu pourri, c'était pas très clair. Bon, on a fait un peu le tour des fédérations. Ah non, il manque celle de saut en parachute. Fédération française du saut en parachute. Voilà, FFP. Il n'y a pas le S, il y a juste P. Fédération française des parachutes, quoi. La semaine dernière, on a marqué SP. Le saut, je l'avais mis en minuscule. J'avais pas mis le S en majuscule. Bon, en vrai, ce qui est important, c'est on va pas vous demander exactement ça, c'est on va vous proposer dans un QCM une liste. Donc, faut être capable de les reconnaître, mais pas forcément de les citer comme ça, comme on a fait. Hein. Ok? On avait vu ça. Une question qui est importante, il y a combien de classes en ULM? Ça, c'est plus dur. Anaïs? Ouais, 6. Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu? Et les gyropodes. Les gyropodes. Non. Tu veux dire les autogyres? Oui. Ouais, autogyres. Ensuite, les hélicos. Ensuite, Sur les ULM, là sur les ULM, ouais. il y a le multi-axe. Ouais, il y a les multi-axes. En gros, bon, il y a eu une fois une question un peu pourrie sur ça. Les paramoteurs. Ouais, voilà, il va y avoir les avec moteur, sans moteur. Bon, on s'en fiche, ok? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 6, et il faut penser que dans ces 6, il y a les hélicos, il y a les hybrides, il y a aussi tout ce qui est multi-axe et tout ça. Ce qui est important, c'est juste de savoir qu'il y en a 6. C'est Okay? les ULM, ça? Ouais, les ULM. Il y a 6 classes. Il y a des hélicos ULM? Ouais, c'est la 6e classe qui a été rajoutée il y a quelques années. C'est même pas il y a 5 ans, hein, c'est moins que ça. Voilà. Bon, on a parlé des avions, tout ça. Ok. Maintenant, on fait la petite répétition de tout ça. Ça va être la partie sympa. Allez, sur un avion, j'ai la partie jaune. Ça s'appelle comment? Vous levez la main et on essaye de faire la partie jaune, là. Tout ça. Ouais. Le fuselage. Ensuite, j'ai la partie noire ici. Le cockpit. Ah, levant la main. Trop tard. T'as répondu. Tu n'auras plus le droit de répondre. Ensuite, j'ai cette partie-là. Bon. Ouais. Les ailes, ok. Est-ce que tu peux me donner une partie des ailes? Soit la bleue, soit la verte. Alors, les aérofreins, c'est aucun des deux. Merci. Les aérofreins, on n'en a pas parlé encore. Ce seraient des petits trucs qui seraient sur le dessus de l'aile et qui se lèveraient ici. Ok. Alors, c'est l'inverse de ces deux trucs-là. Ça vient ici et ça freine l'aile, les aérofreins. D'accord. C'est utilisé surtout sur les très gros avions pour, une fois qu'ils aient atterri, ça va venir
en gros, faire que l'avion il pèse bien au sol. Pour bien l'appuyer, pour que les freins ils marchent bien. Alors, on a les verts et les bleus, du coup. Ouais, tu veux essayer? Non? Vas-y. Les ailerons, Ouais, c'est lequel des deux? les plus à l'extérieur. Ouais, ça c'est les ailerons. Ça sert à quoi les ailerons? À faire que l'avion il va se mettre comme ça. On le verra un peu plus tard, mais en roulis, ça s'appelle. Ok, ensuite. Il y a les volets en verre, Les volets en verre. Ça sert à quoi les volets? ça augmente l'importance de la Ça augmente la portance et on s'en sert à quel moment? Au décollage. Au décollage pour arriver à décoller avec une vitesse pas encore très grande. Et aussi, À l'atterrissage. à l'atterrissage, ça va avoir deux effets. Ça va permettre qu'on puisse continuer à voler en ayant une vitesse pas très grande. Bonjour, pas de souci. Vas-y, vas-y. Donc ça permet qu'on arrive à l'atterrissage avec une vitesse pas très grande. Et en plus, comme ça freine, bah, c'est impeccable pour atterrir, on veut être freiné. Ok. Ensuite, cette partie-là. Sylvia, est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? Ça ou ça? Des directions. Ouais, la gouverne. Alors la noire ici, c'est la gouverne de direction. Ça permet à l'avion de faire ça. Ça, on le verra plus tard, c'est ce qu'on appelle l'axe de lacet. Ok. Et maintenant ça, Les ailerons de profondeur. ouais, les gouvernes de profondeur, ça permet de descendre ou de monter. Ok. Et c'est commandé par quoi? Tu en as pas dit tout à l'heure. Par le manche. D'avant en arrière, ça va faire que la gouverne de profondeur elle monte ou elle descend. Bon, on a fait un petit tour. Comment s'appelle la partie ici? Toute la partie entière, pas que la gouverne de direction. La partie verticale. dérive. Ouais, la dérive. Mais aussi, ça s'appelle un deuxième nom. Ouais. Ou la queue de l'avion, ce serait tout l'arrière. Ça, et ça, sinon? Parce que la dérive, c'est l'ensemble. Les plans horizontaux. Ouais, c'est ça. Là, on a le plan horizontal, le plan vertical. On peut les appeler l'emplanture horizontale, l'emplanture verticale, ok. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour hein, sur l'avion. Ah non, si j'avais un avion, aile haute, les barres qui sont ici. Ouais, Le haut, c'est au-dessus du cockpit. ouais, ça va être Et au-dessus. le bas, C'est comme voilà. ce modèle-là, là, de qualité. Si j'ai une petite barre qui est en diagonale comme ça, là, je ne peux pas la faire très bien, mais ici, il y a des barres qui tiennent les ailes. Comment elles s'appellent, ces barres? Les haubans. Ouais, les haubans. Ok. Et ensuite, en dessous, on a des roues. C'est ce qu'on appelle le train. Bon. Je pense qu'on a fait un tour, là, déjà. Est-ce qu'on a oublié des choses? C'est pas mal, hein. Ah oui, on a oublié un truc. De quelle couleur sont les feux sur les ailes? Rouge et vert. Alors, maintenant, quelle couleur à droite? À droite, je vais demander à Anaïs, allez. À droite, vert. Et à gauche, Rouge ici, là. Non. rouge. Et à l'arrière, Blanc. Blanc. blanc plus un ici qui tourne. En général, ok. Ça fait, c'est ça qu'on voit clignoter hein, souvent. C'est la partie sur le dessus de gyrophare. Ok. Bon, après, il y a toutes les fusées, mais on s'en fout. Bon, bah, c'est parti, on fait le nouveau chapitre. Nouveau chapitre, on va parler des structures, globalement, des avions et tout ça. Et pour ça, vous allez avoir le droit à des dessins d'une qualité extraordinaire. Voilà. Pense Alban que tu peux répondre aussi au micro, hein, si tu veux. N'hésite pas, c'est pas un souci. Si je t'oublie, faut que tu me le dises. Et quand dans une heure ça va couper, je renverrai le lien sur le WhatsApp. Ok. Ok. Et si jamais j'ai pas renvoyé le lien, n'hésite pas à me faire biper sur le WhatsApp pour que quelqu'un nous dise de le relancer. Ok. Ok, donc là, on va parler des forces, avant de parler de la structure des avions et de comment ça tient, et le fait que les ailes, en fait, elles peuvent se tordre un petit peu. On va regarder les différentes forces. Alors, quels sont les différents efforts qu'on peut avoir sur une aile ou sur des structures? La première, c'est la force de traction. La force de traction, c'est quand je prends deux éléments et que je tire en essayant de les éloigner, d'accord? Bon, ça, c'est la traction. Ensuite, la compression, c'est l'inverse, c'est quand j'essaye d'appuyer l'un sur l'autre. Bon là avec mon, je sais pas si on le voit très bien avec mon polystyrène, mais c'est quand j'essaye d'appuyer, voilà, j'essaye d'appuyer comme ça, là c'est de la compression, ok? Cisaillement, c'est un truc un peu plus chiant, je vais prendre une feuille de brouillon, voilà. Cisaillement, c'est quand il y a une force qui essaye d'aller vers le haut pendant que l'autre essaye d'aller vers le bas. Cisaillement, ça fait ça. Hein. C'est en gros, à des endroits, si tu peux couper le micro quand tu parles pas Alban, s'il te plaît.
Merci. Cisaillement, on va voir qu'il y a des endroits où en fait on a une force vers le bas et juste à côté on peut avoir une force vers le haut. Et c'est les endroits où ça va vouloir couper net, un peu comme un coup de hache. À quel endroit on va retrouver ça sur l'avion? Bah, ici, là. Juste à la liaison entre les deux. Ce qu'on appelle l'emplanture de l'aile. Ça, c'est l'emplanture. Et souvent, par-dessus, il y a le Karman. Mais vous le verrez, c'est que sur les gros avions, là, pas sur les petits avions. Dernier truc qu'on peut avoir, la flexion. Flexion. Voilà. Ça, c'est de la flexion. Ok? À ne pas confondre avec le dernier qui est juste là. Hop, faut que je pense à descendre. C'est la torsion. Hop. Hop. La torsion, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est de la torsion. Et en fait, il y a des éléments qui vont subir plein de choses. On va faire un exemple. Une aile, elle subit quoi quand je suis au sol? Pardon? Alors, de l'attraction de quoi? Je vais faire un dessin de face. Attention, dessin d'une grande qualité. Ceci est mon avion, vu de face. Ça se voit parce que là, il y a les roues et là, il y a l'hélice. Ok? Ouais, ça va. Alors, vas-y. De la flexion vers le bas. Ouais. En fait, ici, Et vous le êtes poids d'accord des que ailes. là, il va y avoir une force. En gros, le poids des ailes. D'ailleurs, ils sont où? Où est stocké le carburant? En dessous de l'avion. Non. Vas-y. C'est pas dans les ailes et sur Exactement. En fait, le carburant, on le remplit, alors suivant les avions, mais en général, on a un bouchon en haut. Et le carburant, il est ici, dans les ailes. Bien entendu, les deux ailes font la même longueur sur un avion normal. Hein. Sur le mien, pas trop, mais hop, voilà. Donc le carburant étant dans les ailes, le poids du carburant et de l'aile, ça tire l'aile vers le bas. Qu'est-ce qui se passe sur le dessus ici? Si je prends un petit bout là, il a tendance à être comment ce petit bout? À s'écarter. Ouais, donc il va être en traction. En gros, le petit bout qui est ici, le bout de l'avion essaye de le retenir, mais le bas de l'aile essaye de le tirer vers là-bas. Donc là, il est en traction. Et le dessous de l'aile, qu'est-ce qui va se passer? Il est en compression. Si je regarde, le dessous de l'aile, les morceaux qui sont ici, ils ont tendance à se rapprocher. Donc ici, ils vont être en compression. Et qu'il y a le poids de l'aile qui a leur Exactement. tous la même. Ça va l'idée? Et quand je vais être en l'air, ça va être quoi? Là, c'était au sol. Quand je suis en l'air, je C'est refais l'inverse. mon même avion. Ceci est un avion. Toujours, hein. Allez. Je viens juste après sur le cisaillement. Qu'est-ce qui se passe en l'air? L'inverse, qu'il y a le poids, enfin l'importance. En fait, et le de poids l'avion. Le poids de l'avion, c'est tout ça plus les ailes, il va être là, principalement. Par contre, la portance, c'est la force qui aide l'avion à voler. Elle s'applique ici, là. Tac. D'accord? Donc en gros, mon aile, elle va avoir tendance à faire quoi? On le voit bien sur les planeurs. En l'air, les planeurs, au sol, ils sont un peu comme ça. En l'air, ils sont comme ça. Ok? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À cet endroit-là, ici, je vais avoir maintenant une compression au-dessus. Et ici, une traction en dessous. Ça, c'est une question qui tombe assez régulièrement. On vous demande, ah, mais quand l'avion il est en vol, est-ce que le dessus de l'aile il est en compression, en traction, voilà. Ça va à peu près l'idée? Ouais. Quand ils sont en air, quand Ouais. vous avez trop de. Quand l'avion, son aile est un peu trop comme ça, Ouais. ça peut pas risquer que l'aile s'arrache? Alors, non, parce qu'on a des maximums de poids respectés tout le temps, des maximums de vitesse. Donc en fait, maximum de poids, ça va jouer sur le poids max qu'on peut avoir. On n'a pas le droit d'emporter plus de temps de bagages et tout ça. Mais surtout, les forces qui sont ici sont liées à la vitesse de l'avion, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Et tant que l'avion ne va pas trop vite, ça risque pas de s'arracher. Mais effectivement, comme l'a dit je ne sais plus qui, ici, je vais avoir une force vers le haut, et ici, je vais avoir une force vers le bas. Donc à cet endroit-là, je vais avoir ici du cisaillement. Et à cet endroit-là aussi, hein, à l'endroit pile poil de la jonction, à l'emplanture de l'aile, on va avoir du cisaillement. Bon, l'important c'est que vous ayez compris le concept de traction, compression et cisaillement. Ok? Flexion,
On va pas trop en avoir sur les ailes. On en aura un peu plus sur les hélices. Mais bon, si vous connaissez les 3 premiers, c'est déjà bien. Ok? Le concept de flexion, ça suffit à savoir. La torsion, ça sert un peu à rien. Ok? La flexion, c'est ce qu'il y a sur l'aile. quand Ouais, on- là ici, c'est de la flexion. Ok. À la base de l'aile. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on va rester sur... mince. On va rester sur... ah, je suis en gel, c'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, ça bouge pas. Ok, on reste sur la vidéo E17. Ce qu'il faut savoir, là on va passer assez vite, hein, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. À l'époque, les premiers avions, ils étaient faits en quoi? Bois plus Papier. toile. Voilà, ou papier, mais du papier plutôt de la toile. Ok. En gros, suivant ce qu'on voulait faire, on utilisait différents types de bois. Ok. Bon, en gros, il faut voir que les types de bois, ils ont des caractéristiques qui vont être plus ou moins solides à certains efforts. Il y en a qui seront bien pour de la compression, d'autres qui seront bien pour de la torsion parce qu'ils seront un peu flexibles, etc., etc. Donc chaque bois, il va avoir ses caractéristiques et en fait, on va choisir suivant quelle partie de l'avion on veut faire. On choisira pas le même bois à chaque fois. Vous avez une question? Ah pardon, autant pour moi. Voilà. Je rentre pas dans les caractéristiques des bois parce que en vrai, enfin, sauf si vous voulez faire menuisier, mais sinon, moi personnellement, je m'en fous. Ok. Et dans les BIA, il y a rarement des questions sur le type du bois. Je dis pas que c'est jamais arrivé, je dis juste que bon, ça arrive pas souvent. La toile, à l'époque, on utilisait du lin et du coton. Maintenant, on utilise plutôt des toiles un peu plus synthétiques, un peu plus solides, un peu tout ça. Quand vous viendrez à l'aérodrome, vous verrez, je vous montrerai 2 avions avec de la toile. Quand on regarde de loin, c'est de la toile qui est peinte en plus. On voit pas que c'est du tissu, hein, que c'est de la toile. Cette toile-là, il faut savoir que des avions, même après la Seconde Guerre mondiale, les ailes étaient encore en toile. Il y avait encore des ailes en toile. C'est que récemment qu'on fait des ailes en alliage. Ouais. C'est dans quelle partie de l'avion que la toile est retrouvée? Alors, regarde, on va faire un dessin juste après, mais l'aile, si je la regarde vue de côté, ok, je vais avoir des... Alors, on va le faire juste après, mais je vais avoir des parties métalliques, des parties qui tiennent là, comme ça, entre les différents trucs, tac, d'accord? Et en fait, il faut que tu imagines, ça vient faire une sorte de couverture comme ça, tac, que je vais envelopper toute l'aile dedans. Ça sert à quoi? Bah, ça sert à ce que l'avion il vole. Si j'avais juste des morceaux de bois reliés entre eux, ça ferait pas de portance. Pour qu'il y ait de la portance, il faut que ce soit une surface plane, tu vois, hop, ou arrondie, mais en tout cas une surface qui soit où l'air il va pas passer au travers, quoi. C'est comme le coton avec l'aérodynamisme. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ici, les ailes qu'on a ici, si tu regardes, il y a une structure en bois, comme ça. On va imaginer c'est un carré. Alors en vrai, c'est un peu plus solide qu'un carré. Et par-dessus, ils ont enroulé un drap. Et rien que ça suffit. Avec l'air, ça va porter. À condition que le tissu soit assez solide. Hein. Il faut quand même... on fait pas ça avec des draps qu'on a à la maison. On peut essayer. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, ça, c'était à l'époque. Le problème, c'est que avec ce genre de tissu et tout ça, bah, dès que je commence à avoir des forces un peu grandes, bah, on prend le risque que ça se déchire et que... Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on est passé? Bah, on est passé sur des métaux. Le problème des métaux, c'est que dans l'ensemble, c'est quand même plus lourd que le bois et le tissu. Donc, il a fallu trouver des métaux assez légers. Est-ce que vous connaissez un métal léger? L'aluminium. L'aluminium, c'est un des métaux les plus légers. L'inconvénient de l'aluminium, c'est qu'il a des propriétés mécaniques qui sont pas ouf. Il résiste pas très bien à plein d'efforts. C'est assez mou, quoi. Exactement, c'est un métal assez mou, donc c'est bien parce qu'il va pouvoir se tordre un peu sans trop casser, mais ce qui est pas bien, c'est qu'il va se tordre. Donc on va pas faire que de l'aluminium. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on était sur de l'aluminium, et en fait, ils ont fait des alliages. L'alliage, c'est quoi? C'est qu'on fait fondre ensemble plusieurs métaux, et qu'on va mélanger tout ça pour faire un métal qui est mieux que les deux autres. Voilà. Et donc là, par exemple, ils ont fait un mélange aluminium et cuivre, ce qu'ils appelaient le duralium. Vous n'avez pas besoin de retenir les noms des alliages, hein. Ok? C'est juste pour la culture. Et après, il y a eu d'autres alliages. Et en fait, on arrive à avoir des mélanges, du titane, des choses comme ça, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail, d'accord? Le premier avion en métal, quand même, c'était un avion allemand, le Junkers 19, en 1918.
Donc je vous ai dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait encore des avions en toile, mais c'est pas pour ça que les premiers avions en métal n'existaient pas déjà. Sauf que ça coûte extrêmement cher à produire à l'époque, alors que la toile, c'était largement moins cher, et puis on maîtrisait bien les avions en toile. Et pour faire de la reconnaissance, on n'avait pas besoin d'avions qui allaient très vite. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on va vouloir aller plus vite. Donc il faut des avions plus performants, donc la toile à un moment elle va avoir ses limites. Ok. Et après, il y a eu des composites encore plus compliqués que ça, de la fibre de verre, du carbone, etc. etc. D'accord. Bon. Dans un Rafale, si on regarde, on n'y voit absolument rien sur cette image, mais on va avoir plusieurs types de métaux. On va avoir du Kevlar. Kevlar qui est utilisé aussi Pour les pales. Pour les gilets pare-balles. gilet pare-balles. Et les Bon, pales. aussi les pales, ouais. On va avoir du carbone. L'avantage du carbone ici, si vous regardez cette partie-là, elle n'est pas soumise à des gros efforts frontaux, contrairement à ça. Ouais. Oui, tout à fait. Tu avais une question? L'avantage du carbone, c'est qu'il est léger. Il est hyper léger, résistant, et suivant comment on le fait, il va avoir certaines résistances. Il a des propriétés aussi, il y a plusieurs carbones. Ouais, il y a plein de types de carbone. En fait, suivant comment il l'arrange, voilà. Hein. C'est en fonction du tissage, de la quantité. Exactement. Donc, il n'y a pas un seul type de carbone. Ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple, dans un Rafale, vous allez retrouver du carbone, du Kevlar, du titane, ok, parce qu'il y a des gros efforts qui sont appliqués sur ces deux bords d'attaque-là, et de l'aluminium, enfin mélangé avec du lithium. Voilà. Ok. Et maintenant, ça va être l'heure de faire des dessins. On va parler de la structure du fuselage, et pour ça, je vais faire des super dessins. Enfin, super, façon de parler. Vous commencez à me connaître. Alors, on va faire des ailes et on va faire un fuselage, d'accord? Donc, je vous fais les deux dessins, ailes, fuselage. Alors, le fuselage, je vais faire un dessin comme ça. On va supposer que mon avion en longueur, il serait comme ça, hein, d'accord? Ça, c'est le fuselage avec les ailes qui seraient sur le côté. Le fuselage, il va y avoir déjà des éléments. Ah, j'ai plus de noir. Tant pis, je vais le faire en bleu. Il va y avoir des longues barres comme ça, tac, plusieurs longues barres, qui vont être tout autour du fuselage. Hein. Si je devais les dessiner, elles seraient ici, 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 etc. Vous imaginez que ça va faire un truc tout en longueur comme ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler les longerons. D'accord? Les longerons, c'est eux qui vont donner la structure et la résistance mécanique sur toute la longueur du fuselage. Au milieu, on va retrouver ici Traverse. des cadres. Ok? Si je mettais que ça, le problème quand je vais venir, si je viens mettre de la toile ici, ma toile elle va pas s'appuyer sur grand chose. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent, hop, des petits trucs comme ça, hop là, hop là. Alors j'en fais que quelques-uns pour donner l'idée, hein. Je les fais pas tous. C'est juste pour donner l'idée qu'on va mettre des petites barres entre, voilà, entre les différents cadres, d'accord? Et ça, est-ce que vous avez une idée de comment ça s'appelle? Et on le verra après, c'est pas grave. Dans les ailes, on va avoir le même principe. Je fais une aile. Je fais une aile comment? Je fais une aile comme ça. Faudrait que je la fasse vue en 3D. Bon, c'est pas grave. On va retrouver le même principe, c'est-à-dire qu'on va retrouver ici des barres. C'est ce qu'on appellera aussi les longerons. Hein. Et alors, le seul truc chiant, c'est que ici, ça va avoir un nom différent. Les bouts qui sont ici, là, qui font la structure. Alors, je peux faire des pointillés si vous préférez. Je sais pas si c'est plus clair avec les pointillés ou pas. Un peu mieux? Ouais. Ok. Ça, quand on est dans une aile, ça s'appelle l'hélice. Pas l'hélice en un seul mot. Hein. L'hélice. Je dis n'importe quoi, putain. Les nervures. Désolé. L'hélice, c'est les petites barres. Hop. Ok, je vous laisse faire les dessins après, mais voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a des barres comme ça qui viennent tenir régulièrement. Tac, tac, tac. Je vous laisse faire le dessin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai oublié de noter ce que tu me disais tout à l'heure, pardon, les traverses. Hop, voilà. Donc, attention, ça c'est le vocabulaire.
Ça, c'est le vocabulaire pour les ailes. D'accord? Et ça, c'est le vocabulaire pour le fuselage. Mais vous voyez qu'on retrouve le même concept. Des grandes barres qui vont tout tenir avec des cadres qui sont en gros des plaques plus ou moins trouées ou des cercles sur lesquels on vient accrocher des petites barres. C'est bon pour tout le monde? Idée? Et les cadres, on les appelle aussi les couples. Sinon. Oui, pardon. Pour le fuselage, c'est à la place de cadre, on sait pas. Non, pour le fuselage, c'est cadre ou couple. Ah oui. Et pour les ailes, c'est les nervures. nervures. Voilà. C'est bête parce que c'est un peu les mêmes choses mais en différent quoi. Ok. Et ça c'est dans la vidéo E18 tout ça. Je l'ai pas dit mais hop, pour ceux qui veulent aller voir, c'est un peu plus animé. Voilà. Hop. Donc là je sais pas si vous y voyez mais en fait on a toute une structure métallique qui est dans l'avion à l'intérieur. Et l'intérieur est souvent vide. Hein. Le but c'est pas de faire des ailes complètement pleines ou un fuselage complètement plein. Au contraire. Et au début, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au début, ils mettaient principalement du tissu autour. Ouais. Après, ils ont essayé, ils ont mis des plaques. L'avantage de plusieurs plaques, c'est que si j'ai besoin d'en changer une, j'enlève celle qui est plus bonne et j'en mets une nouvelle. Et ensuite, ils ont essayé de faire un seul morceau. Voilà. C'est ce qu'on va appeler des coques. Ils l'ont appelé comment? Des semi-monocoques, monocoques, etc. Ou rigides. Ça, on peut s'arrêter là. Donc là, ici, vous avez des images où on revoit les mêmes choses. Alors, vous voyez qu'on a encore des... Donc là, on est sur un fuselage. Hein. On a encore d'autres vocabulaires qui peuvent être utilisés suivant de quoi on parle. Ok? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Bon, on retrouve un peu tout ça. Hein. Allez. Et là, on peut avoir des monocoques. Donc, dans le monocoque, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a plusieurs plaques qui peuvent être... c'est un revêtement qu'on va mettre en une seule fois. Ok? L'avantage du monocoque, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va venir mettre directement tout le système en place et on vient le visser partout, ou le rifter. L'avantage, c'est que la monocoque, elle va aider à retenir un petit peu en termes d'effort. Alors que quand je mets juste du tissu par-dessus, mon tissu ici, il sert à rien, il sert juste à éviter qu'il y ait de l'air qui rentre. Oui, quand il y a deux coques, il va y avoir des forces entre les deux coques. Ouais, non, c'est que les deux coques, elles vont pas permettre de tirer et tout ça. Alors que là, une monocoque va permettre de jouer sur les efforts. Elle va participer à la rigidité. Du coup, j'ai moins besoin de petites lisses pour faire ça. Vu que la coque, elle joue le rôle de tout ça. Voilà. Bon, dans la voilure, on va retrouver la même chose. On va retrouver donc du coup une nervure. Ça, c'est si on regarde l'intérieur. Ça là, c'est l'intérieur. Ici, c'est un des trucs verts. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'intérieur, il y a des trous. Pourquoi? Ouais. Pour gagner du poids. Ouais, déjà pour économiser du poids, si je fais des trous, ça veut dire que c'est de la matière en moins. Ou alors pour passer des objets. On pourrait passer des câbles aussi, ouais. C'est pour ça qu'il y a des passages ici, des petits passages qu'on va retrouver. Mais surtout, aussi, il y a quoi dans les ailes? Le carburant. Si je mets du carburant ici et que je fais pas de trou, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra jamais passer d'un endroit à un autre. Donc le fait qu'il y ait des trous, ça permet aussi que le carburant il puisse se répartir sur les différents bouts de l'aile. Ouais, t'avais une... Ah, ok, merci. Et aussi sans donner d'un coup. Vu que s'il n'y avait pas comme des cloisons avec les trous, ça donnerait des... Oui, le carburant il pourrait se balader en permanence, comme quand vous avez une bouteille d'eau. Hein. Quand j'ai une bouteille d'eau, si jamais je fais ça, si jamais j'avais du carburant qui était capable de faire ça dans mon avion, ça ferait des à-coups à chaque fois que j'ai des virages, à chaque fois que j'ai des turbulences et tout ça, ce serait pas grave. Donc le fait de mettre des petites cloisons, c'est-à-dire qu'il y a moins de carburant dans chaque truc qui peut se balader. Et effectivement. Dans les camions, c'est comme ça aussi? Ah ok, je savais pas. Oui, pour éviter justement les à-coups. Ok, ben voilà, le même type. Donc là ici, vous avez à peu près la même chose. Ok? On va parler maintenant de la structure de la voilure. Et là, c'est la partie la plus intéressante. C'est celle qui va être la... Alors ça, il y a une question, des fois, dans le BIA, mais pas systématiquement. Ça, vous êtes sûr qu'il y aura des questions. Ok? Donc, de quoi on va parler? On va parler des types d'ailes.
les types d'ailes, déjà on va regarder leur endroit. Ça, les ailes sont, si vous imaginez la porte, les ailes sont au-dessus de la porte. Donc c'est ce qu'on va appeler des ailes hautes. Si les ailes sont en bas de la porte, ce sera des ailes basses. Et si les ailes sont au même niveau que le cockpit, ce sera des ailes médianes. Ça, il faut savoir reconnaître. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est vous mettre une photo et ils vont vous dire « Ah, c'est quoi comme type d'aile ?» Voilà, bon. Ok. C'est bon pour tout le monde, les ailes hautes, médianes et basses. Ensuite, on a la forme des ailes. Forme des ailes, elles peuvent être comme celui-ci. Des ailes droites, bien carrées, bien tout ça. Elles peuvent être un peu arrondies. Comme par exemple à l'époque, les Spitfire. Les Spitfire, ils avaient des jolies ailes bien arrondies. C'est des ailes médianes. C'est des ailes elliptiques. En maths, c'est une ellipse. Mais... Ah, mais le Spitfire, il avait des ailes médianes. Oui, 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 il avait des ailes médianes, mais je parlais de la forme de l'aile là. La forme de l'aile du Spitfire, c'est ça. Hop, bon, en très mal dessiné, mais dans l'idée, c'est ça. C'est des ailes elliptiques. On va avoir des ailes qui sont sous forme d'un triangle ou d'un trapèze. Ok. On va avoir des ailes sous forme vraiment du triangle. Le vrai triangle, c'est les ailes delta. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle les ailes delta? Comme la lettre delta en grec. En grec, voilà, le delta, il s'écrit comme ça. Le delta majuscule, hein. Hmm. Pas le delta minuscule. Le delta minuscule, ça s'écrit comme ça. Et du coup, le Concorde, c'est. C'est pas des ailes delta. C'est des ailes particulières parce que le Concorde, si je fais son dessin très mal, c'était des ailes un peu comme ça. Oula. Du coup, c'est des ailes médianes ou des ailes hautes? Alors, je sais plus si c'était des... Des ailes médianes. Je sais plus le Concorde. Non, c'était des ailes basses, hein, je crois. Ah, mais elles sont pas vraiment. Je crois que basses. c'était des ailes basses, mais... Enfin, basses, c'est relatif, c'est par rapport au fuselage. Hein. Par contre, la forme des ailes, elles étaient un peu particulières, on va le voir juste après. Il existe les ailes en flèche. Les ailes en flèche, c'est ça. Hein. Normalement, c'est ça, mais qui irait comme ça. Voilà. Si j'ai mes deux ailes qui font comme ça, là, j'ai des ailes en flèche. Ok. Voilà. Comme les avions. Comme. Je me suis. Et ensuite, Biplan. biplan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une aile au-dessus de l'autre. C'est pour les pulvérisateurs, ça. Alors, pas que, c'était aussi des avions pendant la guerre. La première. Par exemple, la Première Guerre mondiale. Pourquoi c'est bien d'avoir deux ailes? Comme ça. Ça réduit deux fois les forces sur une aile. Ouais. Et en fait, si je prends un avion comme ça, si je lui mets deux ailes comme ça, il peut voler. Ok. Je vais me mettre en face de la caméra, sinon ils n'y voient pas. Problème, si je veux que l'avion il soit moins large, je mets qu'une seule aile. Je vais mettre que ça. Problème, il n'y aura jamais assez de force pour que ça vole. Ce que je fais, je rajoute une deuxième aile, tac, et là, j'ai finalement en termes de surface de portance la même qu'avant, mais en termes de largeur, mon avion, il peut passer un peu plus partout. Donc, bon, c'est pas une égalité pure, hein. Et il y a certains avions qui vont avoir les ailes comme ça, d'autres qui vont avoir les ailes comme ça. Ou les deux pile poil l'une au-dessus de l'autre. En biplan, il existe même des triplans. Ouais, ça, on va pas beaucoup dessus. Ouais. Il y a des avions qui peuvent replier Ouais, alors il y a des avions qui ont ce qu'on appelle des ailes à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger l'aile. Et là, ça devient le bordel. Ok. Vous, ce qu'on vous demande, c'est sur une photo, être capable de reconnaître si c'est des ailes basses, ailes hautes, ailes médianes, et la forme des ailes. Mais après, par exemple, c'est le bombardier B2, je crois, américain, c'est vraiment juste un triangle comme ça. L'avion. Le B2, Ah ouais c'est pas un bombardier. C'est un avion de reconnaissance. Bon, ça, on s'en fout. Oui, ça. Bombardier C'est une aile volante. B2. Ah, c'est une aile volante. Ouais, Ah oui, c'est le truc. ah oui, c'est le triangle pur. Ouais. Ah, mais Ok. c'est l'avion dans Avengers. Ouais, mais bon, ça c'est particulier. Ok. Mais c'est là où. Allez. C'est bizarre comme type d'aile, du coup. C'est ce qu'on appelle des ailes volantes. C'est-à-dire, c'est une aile où il n'y a pas de fuselage au final. Ouais. C'est que l'aile. Voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces formes d'ailes là, elles vont avoir des conséquences. Les avions, suivant si je veux faire du civil ou du militaire, je vais vouloir des avions qui sont plus stables ou des avions qui sont plus maniables. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les avions civils ont la maniabilité. L'avion, de toute façon, on ne voudra jamais faire des virages comme ça, hyper serrés avec un avion civil. Le but, c'est pas que les passagers ils s'évanouissent et vomissent. Donc, les avions civils, on va prendre des avions qui vont être très stables. Ils vont pas beaucoup bouger. Et au contraire, s'il y a une erreur de pilotage, il n'y aura pas de souci, ça continuera à voler. Les avions militaires, eux,
c'est des militaires. Eux, ils ont besoin de pouvoir faire des trucs, d'aller dans tous les sens et tout ça. Tout comme les Par Canadiens. contre, l'inconvénient, c'est que pour piloter un avion comme ça, pour avoir un avion qui soit capable de faire des bons demi-tours quasiment instantanément, bah, ça veut dire que la stabilité, on va être moins bon, forcément. Et que si le pilote fait n'importe quoi, il va mourir beaucoup plus facilement. Et du coup, Ouais. la géométrie comme ça sur Ouais. un avion militaire, comment elle est, on va dire, travaillée? Avec des simulations. C'est de la simulation numérique sur les efforts et tout ça. Oui, mais du coup, par exemple, je vois, il y a maniabilité plus, moins. Ouais. On on a maniabilité combien? 80-20? Non, mais là, c'est juste pour que vous compreniez les grands trucs. De toute façon, nous, on fait pas de la théorie après de conception d'avion. Et je sais pas y répondre. Je sais pas quel est le facteur de maniabilité qu'on gagne ou qu'on perd en venant là. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu prends des avions en ligne, les avions, ça c'est des ailes qu'on dit En flèche. en flèche. Donc là, vous pouvez l'écrire, hein, en flèche. C'est très stable. L'inconvénient, c'est que c'est pas hyper maniable. Je peux pas faire des virages et des figures de malade avec. Là, je vais avoir des ailes Et elliptiques. Elliptiques. C'est un peu mieux. C'est-à-dire, je vais pouvoir bouger un petit peu plus, mais c'est pas le but de faire ça. ils font des vols. Des ailes droites, merci. Des ailes, on l'a pas vu, et là des ailes Delta. delta. Celui-là, ça s'appelle des ailes. Trapézoïdal. Non. Trapézoïdal, ce serait un truc comme ça, regarde. Ça, ce serait trapézoïdal. Celle-ci, elle s'appelle comment? C'est comme le Concorde. Hop. Des ailes néo-gothiques. Bon, vous n'avez pas à le retenir. Mais c'est ça les ailes du Concorde. Bah, pour ceux qui avaient jamais. Tout le monde avait déjà vu le Concorde, c'est bon? Oui. Voilà, c'est là on voit bien ces ailes. Hein. Vous voyez que ça fait une sorte d'arrondissement, pas un vrai triangle. C'est un truc qui a été calculé. Puis il y a plein de raisons à ça en plus. Hein. Voilà. Ok. Allez, c'est bon pour tout le monde sur ça? J'en suis où? Je me suis perdu dans mes feuilles. Ouais. C'est bon? Ok. Maintenant, on va parler des caractéristiques. Hop, pardon, j'ai oublié les faces. Alors, ce qu'on appelle l'envergure, c'est tout ça. Alors attention, l'envergure, on la notera souvent grand L, par exemple. C'est finalement, alors il y en a qui me disent des fois c'est la longueur de l'aile. Ce que j'aime pas dans le mot longueur, c'est que normalement la longueur, elle est où? Elle est ici, la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? L'envergure, c'est vraiment ça. Donc là, on ne parlera jamais de ça. Ensuite, on a besoin de savoir ce que c'est, les garçons, la flèche. La flèche, c'est à quel point mon aile, par rapport à la perpendiculaire, à quel point elle est décalée. C'est l'angle. Ouais, c'est l'angle. La flèche, c'est l'angle, là. C'est ça. Ok? Et ensuite... Non, ça ira pas aujourd'hui pour ça. On va pas en parler. On en parlera plus tard du reste. Le vocabulaire. Donc on va reprendre des éléments qui sont là, d'accord? L'emplanture, je vais essayer de mettre des couleurs, mais l'emplanture c'est cette partie. Ça c'est l'emplanture. C'est l'endroit où mon aile, elle est reliée au fuselage. Et dessus, alors je vais dessiner un truc très moche, mais vous imaginez ici une patatoïde qui vient relier l'aile au fuselage, ça ce sera le carman. Ça sert à quoi le carman? Ça sert à améliorer l'écoulement de l'air. En gros, le carman, vous imaginez là sur mon aile, que je mette un boudin de pâte à modeler. Bah, c'est en gros, ce serait un boudin qui viendrait se coller ici là. Oui, faire un arrondi. Ça vient aider à faire un arrondi entre l'aile et le fuselage. Ok? Maintenant, on va avoir la partie tout au bout. La partie au bout de l'aile, c'est ce qu'on va appeler le saumon d'aile. Et au bout du saumon d'aile, on va retrouver ici, alors un petit bout qu'on ne voit pas ici, mais qui serait un petit peu relevé comme ça là. Tac. Sur l'aile, je vous avais dit la dernière fois, ça là. Si je relève les petits bouts comme ça c'est un truc assez récent hein, qu'on voit que depuis peu. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle les deux petits bouts relevés? Je n'ai pas entendu Agnès. C'est pas écrit sur le truc. C'est le winglet. Winglet. Bon, alors, je vous le dis maintenant, vous allez voir qu'il y a plein de trucs, je vais vous répéter plusieurs fois. Tous les trucs importants, je vais vous les répéter plein de fois.
Même à des moments où c'était pas écrit, juste pour que ça rentre petit à petit. Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Pour ceux qui connaissent rien, il faut quand même le temps que ça rentre, quoi. Voilà. Ensuite, alors là, ce qui est con, c'est qu'ils nous ont parlé de deux trucs, mais on va le faire plus tard quand on va parler des ailes, donc je vais pas le faire maintenant. Moi, je peux le dire, mais si je prends une aile vue de côté, on va le dessiner ici, tiens. Hop. Aile vue de côté. Oui. Il y a quelqu'un qui avait une question sur le saumon? Alors, un petit peu de beurre au four. De rien. Alors, comment s'appelle la... Alors, j'attends que tout le monde soit là. La partie ici, à l'avant. Donc, l'air, il va arriver comme ça. Hein. Ça, c'est le vent. Ok, ouais. Bord d'attaque, comme sur les hélices. C'est le bord d'attaque. C'est là où c'est le plus solide. Ouais. Ouais. C'est là où il y a tout le vent qui arrive, donc il faut que ça tienne la route. Et mettre même des dégivreurs. Ouais, Sur certains on le verra avions. plus tard, ouais. Exactement. T'en es où, Anaïs? T'en es là encore, pardon? C'est bon? Les autres, c'est bon pour tout le monde? Vous êtes à l'aile avec moi? Donc, l'aile, le bord à l'avant, c'est-à-dire cette partie-là, là, ça, c'est le bord d'attaque. C'est lui qui vient attaquer l'air. Le bord à l'arrière, Bord de fuite. Et l'air est fuit. bord de fuite. Effectivement. Je manque de couleur, mais je vais faire sans, c'est pas grave. Le dessus de l'aile. L'extrados. Là, t'as triché, t'as vu. Et le dessous de l'aile, L'intrados. l'intrados. Alors, je sais pas si on dit intrado ou intrados. Moi, j'ai toujours dit intrados. J'aime bien qu'on entende le S. On dit l'extrados. Bah voilà. C'est bon pour tout le monde, à peu près l'idée? Donc, dessus de l'aile, extrados. Dessous de l'aile, intrados. Devant de l'aile, ce qui attaque l'air, bord d'attaque. Arrière de l'aile, bord de fuite. C'est bon pour tout le monde? Vous n'avez pas encore marre? Bon, ça va alors. Je vais effacer cette partie. Hop. Donc tout ça, la semaine prochaine, on va le répéter, début de cours, pour que ça rentre petit à petit. C'est bon? Le reste, on s'en fout. Maintenant, il va y avoir un élément important. Pardon, j'attends 2 secondes. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas tout à fait fini d'écrire. C'est bon? Sylvia, c'est bon? Ok. Anaïs aussi, c'est bon ou pas? Ouais. Ok. Alors maintenant, il va y avoir un dernier élément de vocabulaire qui est important. Enfin, dernier. Plusieurs, mais... C'est le dièdre. Alors le dièdre, c'est quoi? Merde. On le voit ici. Si vous regardez l'avion de chasse ici, ses ailes. Alors, c'est pas la torsion des ailes. Hein. C'est vrai que c'est vraiment que quand ils ont construit l'avion, ses ailes, elles étaient vers le bas. Il existe des avions dont les ailes, naturellement, sont... Alors, là, c'est un peu abusé quand je fais comme ça, mais légèrement vers le haut. D'accord? Donc, ce qu'on va appeler le dièdre. Voilà. On va y avoir le dièdre. Si ça, c'est mon avion avec ses ailes, hop, ça va être un dièdre positif. Et le dièdre d'un avion qui a les ailes comme ça, c'est des ailes. Hein. Là, il est négatif, oui. Est-ce que le dièdre négatif, ça sert à ce que quand il est en vol, elle soit à peu près droite? Non. Non. Le dièdre négatif, c'est encore une histoire de stabilité et de maniabilité. Ok. Un avion avec dièdre positif, Plus stable. il sera plus stable, mais il sera moins maniable. Il aura tendance, t'imagines bien que ton poids là, t'imagines que ton poids, ça a tendance à Oui, tirer vers le bas. Deux trucs comme ça, oui. Donc comme il y a 2 trucs comme ça va tendance, même si tu t'écartes un peu, ça va revenir facilement. Alors que si je suis comme ça, alors j'exagère vraiment, hein, mais mon poids qui est là, dès que je vais m'écarter un peu, je pourrais passer de l'autre côté et devenir complètement instable. Donc lui va être plus maniable mais moins stable, et lui il va être moins maniable mais plus stable. C'est toujours pareil. Et donc bien sûr, suivant où je mets mes ailes, la forme des ailes,
et finalement le dièdre, la flèche et tout ça, ben, je vais pouvoir jouer sur la stabilité, la maniabilité de l'avion que je veux. Et suivant si c'est un avion fait pour faire de la reconnaissance, fait pour faire de l'attaque, fait pour des avions d'école, finalement. Les écoles de pilotage, elles ont besoin d'avions qui sont très stables. On va essayer de faire les avions les plus stables possible parce qu'on sait que les élèves pilotes vont faire des erreurs et on veut que quand ils font une erreur, ils ne meurent pas tout de suite, idéalement. Hein, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, ça, on va pas vous embêter avec tout ce qui est plus stable, moins stable, mais c'est quand même important de comprendre que dans un avion, le design de l'avion, chaque élément qu'on va designer, il va jouer sur la maniabilité et la stabilité. Et mania et stabilité, c'est deux paramètres qui s'opposent. C'est soit j'ai l'un, soit j'ai l'autre, quoi. Ok? Voilà. Allez, ça va encore? On va parler de l'empennage. Alors pas de chance, mes deux avions ici, ils ont les mêmes types d'empennage, c'est pas très varié. On va être obligé de revoir ça. Mais vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure. Empennage vertical, empennage horizontal. Donc ça, c'est les deux mots-clés qu'on a déjà donnés. Et je vous avais dit que je vous les répéterai assez souvent pour que vous les reteniez. Ça va venir. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle le plan fixe. Voilà, vertical. Et là, le plan fixe horizontal. Et l'ensemble, ça peut être la dérive. La partie qui est là, qui peut bouger, on avait dit, c'est la gouverne de direction. Elle est actionnée par quoi? J'ai oublié ton prénom. Angelina. Est-ce que tu te souviens de la partie là noire? Par quoi elle est activée dans mon avion? Alors, il y a quoi que je peux faire bouger dans l'avion comme commande? Le truc que j'ai dans les mains, déjà. Soit le volant, soit le manche. Le volant et le manche, ils font bouger quelle partie? Est-ce que tu te souviens? Les ailerons, ouais. Ici. Donc, si je vais de droite à gauche, mes ailerons vont bouger l'un vers le haut. Alors, je vais prendre la maquette là qui est bien pour ça. Un vers le haut, l'autre vers le bas. Comme ça. Ok? Ou l'inverse. Et ça va faire ça. Ça, c'est si je fais gauche-droite. Si je fais avant-arrière, mon avion, il fait quoi? Non, ça, c'est le moteur. C'est la puissance moteur. Vas-y. Ouais. Oui, toi. Pardon, je me souviens plus de comment ça marche. Les gouvernes de profondeur. Ça va être la profondeur. Si je tire sur mon manche, qu'est-ce qui va se passer? Les gouvernes de profondeur vont monter. Vous imaginez, l'air, il vient taper là. Ça fait quoi sur le cul de l'avion? Il a tendance à baisser. Et donc, si le cul de l'avion baisse, bah, le nez, naturellement, mon avion va être en montant. Si je pousse sur le manche, ça va se baisser. Le cul de l'avion monte, mais du coup, le nez descend. Il descend. Ok? Et du coup, la deuxième commande, à part le manche, c'est oui, les pédales, qui ont un vrai nom, à part les pédales. Ouais. Les palonniers, effectivement. Donc les palonniers, c'est les deux pédales que j'ai là. Si vous voulez, après on ira voir dans le simulateur. Elles actionnent quoi, les palonniers? Ouais. La gouverne de direction. La gouverne de direction. Ça, c'est comme le bateau. Ok? En gros, la gouverne de direction, c'est vraiment le truc qu'on a comme dans le bateau qui est dans l'eau. Ça s'appelle aussi la gouverne de direction sur un bateau d'ailleurs. Voilà. C'est C'est les bon? pédales qui font tourner l'avion? Alors, non. Enfin, oui et non. Un peu. Ça dépend ce que tu pilotes. Voilà. Ça dépend si tu pilotes du 2 axes, du 3 axes et tout ça. En 3 axes, c'est-à-dire les avions normaux, quand on pilote, on va d'abord mettre l'avion en rotation, comme ça, et on verra plus tard dans un prochain cours que si je fais rien avec mes pédales, mon avion, il va commencer à prendre son virage, mais il va faire ça un petit peu. Il va faire un virage un peu comme ça avec le nez à l'extérieur. Pour éviter ça, on va mettre du pied, et le pied, il a tendance à faire quoi? À faire glisser le cul, donc il va faire hop, comme ça. Voilà. En fait, en avion, il y a toujours un effet voulu et un effet pas voulu. Et suivant si cet effet pas voulu, il est dans le sens qu'on veut ou pas, on dirait que c'est un truc induit ou un truc voilà, à contrer, quoi. Ouais. Mais après, sur les avions de ligne, les plans horizontaux, ils bougent. Alors, en fait, il y a des avions où tu peux avoir juste un petit truc comme ça, mais tu as des avions comme le 4 places qu'on a ici, c'est carrément toute la partie, il n'y a pas de partie fixe, c'est toute la partie arrière qui bouge. Ah oui. En fait, ça dépend des avions. Mais ça, c'est entraîné par les THSA. Enfin, le Davis Abbey. Sur les très gros. Ouais. Mais Pour les A300. nous, c'est des câbles hein, directement. Oui, oui. Voilà. Ok. Mais oui, effectivement, il y a des THSA et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu comme problème lors d'un accident il y a quelques années. Ça s'était bloqué. Bref. On va voir des empennages. Empennage, on va voir l'empennage classique, celui-ci. C'est quoi? Ben, c'est en gros une croix avec la partie horizontale qui est au milieu du fuselage.
Ça, c'est ce qu'on va appeler un empennage classique. D'accord? Ensuite, on va avoir le cruciforme. Le cruciforme, si je regarde l'arrière, alors je vais essayer de les faire au fur et à mesure. Donc, C'est l'Occitanie. classique, ça fait ça. Ok? Ensuite, on a dit cruciforme. Cruciforme, ça fait ça. Ça fait une croix. Ok? Cruciforme, ça veut dire croix. Hein. Et les plus connus, c'est les classiques. Oui. Genre les cruciformes. Les empennages en T. Alors, ça veut pas dire qu'il y a des fantômes. Hein. Ça veut dire quoi empennage en T? Ça veut dire que cette fois-là, la partie fixe, elle est tout en haut. L'empennage horizontal, il est tout en haut. Et ensuite, on a l'empennage, alors en V, on l'appelle jamais en V, on l'appelle papillon. Bonne question. Parce que les papillons, ça fait. Parce que les Ouais, papillons, je ça sais fait pas, c'est bon. Et il reste un dernier type d'empennage. Ouais, C'est aussi un rapport avec la maniabilité et la stabilité. exactement. Exactement. Et suivant les combinaisons qu'on prend d'ailes, de Ouais. forme d'ailes, de tout ça, et en fait, ils viennent compenser en mettant l'empennage plus ou moins haut, plus ou moins important, etc. Tout a une importance. Exactement. De toute façon, le design d'un avion, c'est simple, hein. C'est un métier, c'est plein d'ingénieurs, c'est tout ça, oui. Est-ce qu'il y a des empennages dans l'autre sens que le papillon comme, Non. Vers le bas? ouais, comme des Non. aisselles. Ah, sinon ça frotte. Non. Après, ici, tu peux avoir du thé un peu, mais même, c'est à plat, à plat. Enfin, après, je dis pas que ils vont pas en faire un jour, hein. Mais moi, j'en ai pas connaissance de papillons vers le bas. Ça n'a pas de sens parce que ça, c'est stable. Si j'avais ça, ce serait très instable. Or, le but de l'empennage, c'est pas de rendre l'arrière instable. Surtout pas. Si on veut un endroit instable, on le garde à l'avant. Hein. Et il reste un dernier truc, alors que je vais pas dessiner parce qu'il est très particulier, c'est le canard. Alors, l'empennage canard, c'est quoi? En fait, c'est qu'il n'y a pas d'empennage à l'arrière, c'est un empennage qui est ici. Ça fait des moustaches. Ici, si je faisais deux petites moustaches là, tac, On les comme voit. ça. En fait, c'est Voilà. sous le cockpit. Ouais, et c'est à l'avant. Donc, le dernier truc qu'il faut retenir, c'est l'empennage canard. Et c'est à l'avant de l'avion. Et vous voyez, toutes ces photos, en fait, on peut les résumer comme ça. Ça, il y a souvent des questions. Souvent, on vous montre la photo de l'avion et on vous dit c'est quoi le type d'aile, c'est quoi la forme d'aile, c'est quoi le type d'empennage. Voilà, des petits trucs comme ça, ils aiment bien ce genre de questions. C'est pas très compliqué à condition de l'avoir revu plusieurs fois. C'est bon? Tout le monde arrive à lire mes pattes de mouche? Bon, bah ça va alors. Ok. Ouais, on va les revoir les trois angles. Vous inquiétez pas. Lacé. Ouais. Ça n'existe pas, lassage. C'est bon? C'est quand tu lasses tes cheveux. Ok. Allez, on va reparler. Mais en fait, on va reparler de choses qu'on a déjà parlé. Vous voyez, je vous avais déjà un peu préparé mentalement à ça. Pour pas que ça fasse trop d'un coup, parce que sinon, ce chapitre-là, si je vous ai rien dit la semaine dernière, vous seriez déjà perdu. Donc, je reprends, mais quand je tire mon manche d'avant en arrière, c'est la gouverne de profondeur qui va jouer. Ici, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire un dessin. Quand on pousse le manche vers l'avant, alors, ici, on peut dessiner la gouverne de profondeur. Gouverne de profondeur. Je ne sais pas si on y voit à l'écran. On y voit quand j'écris? Non, c'est trop... hop. Hop. Gouverne de profondeur. Hop là. Voilà. La qualité du direct. Hop. Donc ma gouverne de profondeur, elle est comme ça. Elle est vers le haut. Quand, au contraire, je tire sur le manche, ma gouverne de profondeur, elle est vers le bas. Et donc mon avion monte. Ok? Ici, cet angle-là, là, l'angle entre l'horizon et l'axe de mon avion, ça s'appelle l'assiette. Ici, c'est ce qu'on appelle l'assiette. Ici, j'ai une assiette à quoi? Quand je suis en train d'aller vers le bas. Notamment chez les militaires, quand ils font ça. Les Japonais, quand ils faisaient ça sur les bateaux américains, ça s'appelait comment? Ils étaient Plongé. en piqué. Ah, Plongé, piqué. Donc là, c'est une assiette à
piqué. Hop. Et ça, c'est comme quand on est en cheval. Quand je suis à cheval et que le cheval il se met comme ça, les pattes, c'est à cabrer. Voilà. Cabre. Voilà. Une assiette à cabrer, une assiette à piquer. Ok? C'est l'assiette. C'est l'assiette, ouais. C'est pas bien écrit assiette. Et donc l'axe qui est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'axe de tangage. Donc ça, ce sera un mot important. L'axe comme ça, c'est ce qu'on appelle le tangage. C'est l'axe de rotation quand je vais comme ça. D'accord? Et c'est commandé par la gouverne de profondeur. On fera un tableau récapitulatif à un moment, où il y aura à chaque fois la commande, l'axe que ça change, la gouverne que ça change, etc. etc. Ok? C'est bon pour tout le monde? Tu peux effacer ou pas? Non? Pas encore. Pardon. Donc l'assiette, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est entre l'horizontale et ça c'est l'axe de l'avion. Ok? Et oui, à l'époque, pour revenir, pourquoi je disais ça là, sur les avions japonais, vous le verrez en histoire, mais c'était quoi l'histoire avec les avions? Ouais. C'est que pour détruire les porte-avions américains, surtout les Japonais, ils ouvraient les avions à l'explosif, ils verrouillaient l'arrière des cockpits Ouais. et ils explosaient sur les. Effectivement. En gros, c'était les fameux kamikazes. Ils étaient dans des avions remplis d'explosifs et en fait, ils verrouillaient tout et ils fonçaient sur les avions américains comme ça avec l'avion rempli d'explosifs. Et ils avaient fait un truc pire. Ils avaient fait non, à l'époque, c'était pas possible, ça n'existait pas. Il a existé le V1. Et ensuite, il y avait un deuxième truc qui était pire, c'est qu'à l'intérieur, je sais plus à quel endroit, ils mettaient une sirène. Alors pas une sirène électrique, mais une sirène actionnée par le vent. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que quand les avions ils étaient en piqué, ça faisait un bruit très aigu. Et pourquoi c'était important d'avoir un bruit aigu avant de piquer? La guerre psychologique. Voilà, exactement. Parce que maintenant, à chaque fois après qu'ils jouaient ce son quelque part, les Américains, bah, ils étaient toujours stressés parce qu'il y avait des avions kamikazes qui étaient en train de foncer sur eux et de détruire toute la flotte du Pacifique. Ouais, C'est comme le Stuka allemand en France et en Belgique. ouais, exactement. C'est en gros la guerre psychologique et notamment le bruit des avions. On pourrait se dire avoir un avion silencieux c'est mieux, mais là comme c'est un avion kamikaze, au contraire, hein, on veut faire peur avant même qu'il arrive. Ouais. Mais les sirènes de bruit, ça fonctionne comme les trucs qu'on met sur les voitures pour faire fuir les animaux. Genre, Je sais pas. Genre, en fait, c'est comme ça, avec le vent, ça fait un Ouais, c'est ça. sifflet, en fait. Ouais, c'est du sifflet, ouais, c'est du sifflet. C'est comme quand vous avez un sifflet que vous sifflez dedans, sauf que c'est un truc un peu plus violent et que le bruit était extrêmement aigu et donc très agressif. Voilà. Il faisait des trucs où il fallait que ça s'entende. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse, mais vous le reverrez en histoire. Non, fallait pas être sans non. Si? Une histoire arabe avec vous? Non, pas avec moi, avec l'autre prof. Avec madame. Avec Madame Lamy, ouais. C'est ça. Allez. C'est bon, pardon? Anaïs, désolé, j'ai passé. Alors, les ailerons. Les ailerons, c'est ce qui est situé au bout de l'aile. Vous voyez sur mon super dessin là, ma super maquette, c'est la partie rouge et la partie verte. Alors en vrai, ils sont pas colorés comme ça. Hein. J'ai fait rouge et vert tout simplement pour que vous vous souveniez. Ici, la lumière elle est verte, ici la lumière elle est rouge. C'est un code couleur. Hein. Ah, vous avez dit gauche, les gauchistes. Les communistes. Voilà, les communistes. Oula. Donc, les ailerons. Les ailerons, ça fait quoi? Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ailerons, on ne peut jamais avoir les deux ailerons levés ou les deux ailerons baissés. C'est pas possible. Mécaniquement, s'il y en a un qui se lève, l'autre il se baisse. Quand on ira à l'aérodrome, vous verrez, ce qu'on peut faire, ben, c'est le faire tourner avec le volant. Mais aussi, je peux aller sur le côté de l'avion, je vais venir lever lui, et on regardera de l'autre côté de l'avion, celui-là il se baissera. Mécaniquement parlant, pour éviter des erreurs, c'est fait en sorte que quand il y en a un qui se lève, l'autre se baisse. Ouais, comme ça, il n'y a pas besoin de mettre un système pour les rappeler. Exactement. au niveau, comme ça. C'est directement, ma commande, elle fait les deux, et s'il y en a un qui se lève, l'autre se baisse. Ouais. Et du coup, il commande que le droit, parce que il commande les deux. En fait, ce qu'il faut imaginer, alors je ne fais pas un cours de mécanique, mais si j'ai mon manche qui est là, d'accord, je vais avoir un point fixe ici. Vous imaginez, j'ai ici des barres, d'accord? Le camp. Et ce qui va se passer, c'est que si ici je fais une roue dentée, tac, 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 avec ici, bon j'en sais rien, je vais faire un truc n'importe quoi, mais quand je vais venir mettre mon manche à gauche, cet endroit-là, il va aller vers la droite. Cet endroit-là, il va aller vers la droite. Mais du coup,
quand c'est transformé mécaniquement avec des rotules, avec des trucs, tout ça, celui-ci, qu'est-ce qui va se passer si je mets mon manche à gauche? Il va descendre. Tac. Enfin, il va se baisser. Il va tourner dans ce sens-là autour de cet axe de rotation-là. Et lui, celui qui est ici, hop, aileron, il va au contraire tourner dans l'autre sens de rotation. Tac. Et donc il va se baisser. Enfin, ils vont se mettre en opposition, quoi. C'est bon l'idée? C'est mécanique, c'est-à-dire que là c'est vraiment un truc. Si ça va comme ça, ben, lui il bouge dans un sens et lui dans l'autre. Si ça va comme ça, et c'est un seul élément mécanique. Donc c'est mécaniquement lié. On peut pas faire en sorte que le pilote, il peut pas, en faisant une manip, faire en sorte que les deux partent vers le bas, par exemple. C'est pas possible. Contrairement aux volets. Les volets, eux, bougent toujours ensemble. Ok? Voilà. Donc, tout ça pour dire. Oui, quand je mets le manche à droite. Alors, ici, il faut réfléchir. Si je mets le manche à droite, ça que l'avion, il était de... Là, l'avion, il est de face. Hein. Face. En fait, sinon, on ne sait pas... il manque l'hélice, là. Hop. Voilà, là, on le voit mieux. Ok? Donc, si l'avion est de face, quand je mets le manche à droite, je suis dans mon avion. Je mets le manche à droite, mon avion, il fait ça. Il va vers la droite. Ok? Je mets le manche à droite. Grâce aux ailerons. Hein? Grâce aux ailerons. Et donc, du coup, les ailerons, voilà. Si mon aile gauche doit monter, il faut augmenter la portance. Il faut que cette aile-là, elle porte plus. Donc, il faut que lui se baisse. Mais non. Ah, si. S'il se baisse, il va tourner à gauche. Et non, regarde, si lui se baisse, il y a de l'air, ça va pousser l'aile vers le haut. Regarde, si je mets l'aileron vers le haut comme ça, l'air, il est là. T'imagines que l'air qui vient se bloquer là, il va pousser l'aile vers le bas. Si lui, il est vers le bas... Je trouve que c'est le contraire. Quand on le baisse, je crois qu'on a moins de portance. Ah non, au contraire, quand tu le baisses, là, regarde, l'aile, elle va retenir l'air qui est là, ça va pousser l'aile vers le haut en fait. T'imagines que l'air, il va venir taper comme ça en fait. Il va se bloquer. Voilà. Alors que là, si l'air, il vient taper il va- au-dessus, Ouais. ça va pousser l'aile vers le bas. Ok. Tu vois aussi ou à peu près? J'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Juste derrière Sofiane. Juste devant Mel. Ah, Sylvia. Sylvia, pardon. C'est bon, tu vois l'idée ou pas? Oui, mais je vois très bien. Ah, ici. d'accord, ok. Je savais pas, t'avais l'air... C'est peut-être moi, c'est moi. Désolé. Les autres, c'est bon aussi? Ok. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Alors, quand je fais le manche à droite et à gauche, ça s'appelle aussi la commande de gauchissement. C'est un truc bizarre. Donc en fait, ici, ce qu'on appelle le gauchissement de l'aile. C'est rarement utilisé dans le BIA, mais des fois ils aiment bien ça. Commande de profondeur, commande de gauchissement. Et ça, l'axe, on va tourner autour, ça va être l'axe de roulis. L'axe de roulis, c'est que mon avion roule sur lui-même. Comme les voitures barrature. Ouais, voilà, exactement, comme la voiture. Ok? Donc, hop, ça c'est comme la voiture. Et l'axe de tangage, vous pensez à un bateau. Un bateau, ça tangue sur les vagues. Bah, c'est exactement ça. Hein. Le bateau qui tangue, c'est d'avant en arrière. D'accord? Donc l'axe de tangage, l'axe de roulis. C'est bon pour tout le monde? Ok. Allez. Donc là, ici, vous pouvez l'écrire. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais là, on peut dire aileron baissé. Et là, aileron levé. Et là, aileron Baissé. baissé. Et l'autre, aileron levé. Hop. Non, c'est là. Mais du coup, c'est bon. Ok. Quand ça lève pour aller. Oui. Les flèches, elles sont cheloues. Hein. À l'envers. Ouais, elles sont un peu bizarres. Franchement, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire, mais... Bah, que ça va vers le haut, ça va vers le bas. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu chelou comme... C'est le mouvement, en fait, hein, qu'ils ont écrit. Bon, on a vu 2 des 3 axes, il nous en reste qu'un. Allez. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Anaïs aussi? Ok. Il nous reste un dernier truc. Du coup, ça, il n'y a pas de vidéo là, le week-end sur ce. Je vais te dire ça. Je les ai pas notés. Ah, ok. C'est bizarre. Parce que normalement... Enfin, je regarde. J'avoue que j'ai pas... Je sais pas.
Étonnant. Oui, parce que normalement, je le note. Sur le lassage et tout. Ouais, Sur les oui, oui, axes. c'est les trucs classiques, donc je sais plus. Gouverne de direction. Alors, gouverne de direction, on a dit, c'est les palonniers. Donc ça, ici, à connaître, hein, les palonniers. Et c'est ce qu'on va appeler l'axe, comme ça, là. Quand ça tourne comme ça, comme si j'étais sur un pic, c'est l'axe de lacet. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est à connaître. Ok ? Le palonnier, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que, donc ça, à la base, j'étais en train de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Putain, on n'y voit vraiment rien sur leur dessin. Pour que mon avion, il ait le cul qui parte comme ça, c'est que là, j'ai la gouverne de direction qui est ici. Et oui, parce que l'air, il vient pousser le cul vers là-bas. Ouais. Et là, ici, j'ai la gouverne de direction qui est ici. Tac. Et ça, c'est gouverne de direction. Ok. Et ça, c'est ce qu'on va appeler, si on a besoin de le dire, l'angle de lacet. J'avoue que je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, ça c'était l'angle de roulis. L'angle de lacet. Lacet à gauche, lacet à droite. Angle de lacet. L'autre c'était l'angle de roulis, le premier c'était l'angle de tangage. Et on va les retrouver tout ça dans le dessin d'après en plus. Des fois que... Ça va pour tout le monde? Ça fait pas trop de vocabulaire? Alors je sais qu'il y en a qui connaissaient déjà un peu tout ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ça va, vous n'êtes pas trop perdus? Ça va? Bon. Ok. C'est parti? C'est bon? Ok. Alors. Donc là, on a finalement un récapitulatif des trois angles. L'angle de rotation, comme l'hélice, c'est l'angle de roulis. L'angle de rotation, ici, comme si j'avais planté dans les ailes, c'est l'angle de tangage. Et l'angle, si j'avais planté ici et que je prenais une ficelle, l'angle comme ça, c'est l'angle de lacet. Voilà. Et il faut connaître ces trois angles et savoir comment ils sont créés, en fait, avec quelle commande dans l'avion et quelle partie mobile ça fait bouger sur l'avion, et donc quel est l'angle autour duquel on tourne. Ça va l'idée? Sur les anciens avions, tout ça là, tout ce qu'on a là, sur les avions qu'on a par exemple au club, c'est des câbles métalliques directement. C'est-à-dire qu'il y a des câbles métalliques qui vont dans la cabine, et quand on bouge le volant ou le manche, ça tire des câbles pour aller bouger les ailerons, la profondeur, la direction. Quand on ira au club, vous verrez, on se penchera et on verra ici les câbles qui arrivent directement en dessous. Maintenant, c'est électronique. Alors, suivant les avions, il peut y avoir une partie électrique. Le problème de l'électrique, c'est que ça n'a pas beaucoup de force et que ça consomme de l'électricité. Et ça Oui. peut avoir des problèmes. Et ça peut avoir des problèmes. Et ça n'a pas beaucoup de force surtout. Donc souvent, il y a une partie électrique qui va permettre de donner les signaux. D'accord? Donc si j'ai mon volant, hop, ça c'est mon volant. Hein. Mon volant ici, il va y avoir des capteurs. Et ces capteurs, de manière électrique, ils vont aller jusqu'à l'arrière de l'avion. Sauf que, à l'arrière de l'avion, pour faire bouger ça, par exemple si je prends ma... Ça c'est là. Je vais essayer de refaire un avion qui ressemble à un avion. Hop. Donc mon avion il est comme ça, voilà. Je vais prendre la gouverne juste ici, là, d'accord? La gouverne de profondeur, ce qu'ils vont mettre, c'est... Alors je fais un dessin très moche, mais un vérin. Dessus, là, Hop. C'est pas une représentation réaliste, hein. C'est juste pour dire, électriquement, on va venir commander un vérin. Oui, ou là, les vis à vis. Ou des vis, ou des moteurs électriques finalement qui peuvent tourner. L'avantage des vérins pneumatiques ou hydrauliques, un vérin hydraulique, ça a énormément de force. C'est très lent, mais ça a énormément de force. Ouais. C'est l'aile, c'est quoi? Là, c'était l'avion, mais mon vérin, il sort un peu de l'avion, ouais. Dessus. C'est une vue de rien du tout. C'est une vue de concept juste pour dire, à l'arrière, j'aurai un vérin. Bon, si j'avais voulu le faire, en fait, il serait là, mon vérin. Attaché à l'avion et attaché à la gouverne. On n'y verrait un peu rien. Donc j'ai juste fait un principe de dire, il y a un vérin qui peut être commandé par l'électricité.
Et le vérin, lui, il peut être hydraulique, par exemple. En fait, de nos jours, on mélange les différents types de commandes sur les gros avions. Sur les petits avions, on reste par câble, parce que l'avantage des câbles, c'est que la panne, Pas elle est quand même rare. Il n'y a pas d'entretien en fait. Et voilà, pas d'entretien et très peu de trucs comme ça. Et pas de- Il reste maintenant un dernier truc. Je sais pas si vous avez vu sur ma super maquette de qualité, j'ai fait ici des petites parties colorées. Là et là. Je sais pas si vous la voyez, la petite partie colorée. Je parle pas de la partie verte, je parle de la partie rose. En fait, mon avion, quand je vais voler, je vais essayer de le mettre dans une position, suivant la vitesse que j'ai, j'aurais besoin d'être plus ou moins comme ça. Si je suis très lent, mon avion il va devoir être comme ça. Je vais voler un peu comme ça, d'accord? Si je suis très rapide, mon avion il sera quasiment à l'horizontale. Bon, imaginons, je suis en train de voler, j'ai mis mon avion à une vitesse moyenne, je suis comme ça. Le truc c'est que pour maintenir cette assiette, je vais être obligé en permanence de tirer sur le manche. Imaginez un vol de 2h30 où je suis en permanence en train de tirer. C'est extrêmement chiant. Pour éviter d'être obligé d'être en permanence en train de tirer pour que ça soit un peu monté, on a une petite roulette, ou des fois c'est électrique, ça dépend. Nous dans le Cessna c'est une roulette, qui vient bouger cette petite partie violette. Des petits volets. C'est ce qu'on va appeler le compensateur. Le compensateur, il va bouger de quelques centimètres. C'est-à-dire, visuellement dans l'avion, si je le bouge alors que vous êtes à l'arrière, il va falloir vraiment regarder, ça va bouger de au début quelques millimètres et au plus genre 2 centimètres. Et pourtant, ça suffira à ce que mon avion, après je n'ai plus besoin de toucher au volant. Alors bien sûr, je vais Comme des continuer. petits ailerons. C'est comme des petits gouvernes de profondeur Oui, pour- et petites gouvernes de direction. Très léger. Hein. Alors direction, normalement, on n'y touche pas trop, mais par contre profondeur, on a une manette et dès qu'on est en vol stabilisé, on va venir toucher à la manette du compensateur pour que mon avion, je puisse ne plus tenir le volant et pas être obligé en permanence de tenir, parce que c'est fatigant en fait. Hein. Au bout d'un moment, tenir le volant en arrière, voilà. Il existe des compensateurs statiques et dynamiques. Je ne rentre pas trop dans les détails. Ce qui est important, c'est de retenir, pour ceux qui ont déjà fait du simulateur, ça s'appelle le trim. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les checklists, on a le trim. Le trim, c'est le compensateur. D'accord? Ce compensateur, il peut être plus ou moins compliqué. Vous voyez qu'ici, on a des trucs plus ou moins compliqués avec des morceaux qui viennent bouger, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, c'est ça l'idée. Et vous le verrez la prochaine fois qu'on va à l'aéroclub. Je vous montrerai le compensateur. C'est vraiment un tout petit bout sur l'arrière qui vient se baisser un tout petit peu sur 2 cm. Voilà. Ok? Et ça évite au pilote de devoir se fatiguer en permanence. Ça va? Allez, on a bientôt fini. On va parler maintenant du train d'atterrissage et ça, c'est la vidéo E15. Hop. Donc, train d'atterrissage, hop, E15. Il existe 2 grands types de trains d'atterrissage. C'est tout ça. Alors, avant de parler de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent, il va y avoir des trains d'atterrissage. Je vais revenir à ça juste après, mais il va y avoir des trains d'atterrissage où il y a une roulette de nez et 2 roues principales. Et les trains d'atterrissage où il y a 2 roues principales et une roulette de queue. C'est ce qu'on va appeler le train tricycle ou le train classique. Je fais un dessin pour que ce soit clair. Je ne sais pas s'il y a un dessin après. Ouais, il y a un dessin. Ok. Train tricycle, on a une roulette de nez. On reviendra à la page d'avant, juste après, mais c'est plus important ça. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le train principal. Train principal, c'est les 2 roulettes principales. Là, ici, on retrouve le train principal. Par contre, à l'arrière, j'ai une roulette de queue. Ok? Et ça, c'est les 2 grands types qu'on va retrouver. En vrai, il en existe d'autres. Il existe des trucs un peu chelous. Typiquement, vous allez voir sur des avions militaires et sur les planeurs. Les planeurs, par exemple, ils n'ont pas de roues. Il n'y a pas les avions militaires, il y a des roues au niveau des ailes. Ouais, exactement. En fait, c'est pas trop des roues au niveau des ailes. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est que j'ai le fuselage comme ça. C'est une seule, juste 2 roues alignées au milieu. Et effectivement, quand j'ai les ailes là, il va y avoir un peu comme sur vos vélos, hein, Appuis, ouais, c'est ça. des roulettes qui sont plus des appuis que des roues. C'est pas des roulettes, c'est pas des roues ça en fait. C'est vraiment des roulettes, c'est pour pas qu'ils basculent. Et là par contre, là c'est le train principal ça. Ici.
Mais c'est une seule, c'est ce qu'on appelle une monotrace. Jamais vu de question BIA sur ça. Ok. Train tricycle, train classique, il y a des questions sur ça. Donc tricycle, c'est les trois comme ça. D'accord. Classique, c'est à l'ancienne. Vous voyez, on voit bien que c'est l'ancien truc. Ça change quoi, train tricycle et train classique? C'est avec la. Déjà, c'est l'avion, comment il se pose déjà. Ouais, quand il se pose, Et- effectivement. Tac, tac, tac. Et comment ça s'appelle? Et quand il décolle aussi. Ouais, et quand il tourne surtout. Parce que Ouais. le classique, c'est l'arrière qui va partir. Ouais, Mais le principal, c'est l'avant qui va. exactement. Donc je vais reprendre ce qu'il nous a dit, c'était très bien. Sur un train classique, j'ai l'arrière qui touche. Quand je touche au palonnier, il faut voir que mon palonnier, il va commander la roulette aussi. Il va commander en rotation la roulette. Donc, quand je mets un tout petit peu de palonnier sur celui-là, vous imaginez que ces deux roues-là, elles bougent quasiment pas. Si je mets un tout petit peu, ça va très vite partir sur le côté. Alors que sur un train classique, quand je bouge un tout petit peu, regardez, la même quantité, bah, ça fait beaucoup moins. Parce que les deux roues ici sont assez proches, alors que là et là, c'est très loin. Deuxième inconvénient du train classique, alors l'avantage c'est que c'est plus facile de faire demi-tour. L'inconvénient c'est qu'il faut avoir un très très bon toucher au pied quand on est sur train classique. Parce que c'est plus dur. Deuxième inconvénient, vous imaginez le pilote là. Au décollage, il est comme ça. Et donc en fait, ben, s'il regarde devant, il voit son tableau de bord, mais il voit pas bien la piste. Mais après, c'est bien vu qu'il est un peu. Enfin, il est déjà un peu Il a pour pas décoller, non? Non, pas besoin parce qu'en fait, il va accélérer. Et en fait, au moment où il va accélérer, ça va commencer à se mettre comme ça. Ah oui, c'est ma. En fait, il va accélérer, ça va légèrement lever les fesses, mais il va être encore au sol. Et après seulement, il va décoller. Du coup, la roulette. Ah, ok, vu que je me disais se peut-être que. relève, avant de décoller. Non, elle va rester là, elle va pendouiller. Non, mais je veux dire, c'est genre. Ah oui, oui, c'est ça. Donc mon avion, il va faire ça, il va légèrement relever le cul, il va être tout droit comme un avion classique, et ensuite il va décoller. Sur l'avion tricycle, je vais décoller, je vais rouler tout droit, jusqu'à ce qu'il y ait assez de portance et que je décolle. À l'atterrissage, sur un train tricycle, je viens poser le train principal, et ensuite je vais poser le nez. Jamais, jamais, jamais ça en premier. Parce que qu'est-ce qui se passerait si je plante ça en premier? L'avion il se plante. Ouais, effectivement. Bah, désolé. Train classique, on peut avoir plusieurs styles d'atterrissage. Le plus célèbre, c'est de poser les trois en même temps. Voilà. Ils viennent et ils se posent directement les trois en même temps parce que ça correspond à la position d'un avion qui atterrit. Un avion qui atterrit, il est légèrement comme ça. Sur un train classique, un tricycle, pardon, si je reste comme ça, ben c'est d'abord le train principal qui est bien renforcé et ensuite la roulette de nez. Ok. Ouais. Le train tricycle, lui, Ouais. il met plus de temps à atterrir. Il atterrit en plusieurs temps en fait. Ah Il oui, est plus lent à il poste atterrir. d'abord Ouais. le train principal et ensuite la roulette de Ouais, nez. même il est plus lent à atterrir que le classique. Il Bon, après atterrit ça, d'un coup, mais il prend plus de temps. ça dépend des pilotes et des avions. Il n'y a pas de règle, ça dépend de ta vitesse, ça dépend si tu as du vent de face, ça dépend... En fait, on ne peut pas faire juste une règle comme ça. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça, cette histoire? Et ensuite, donc là, on a parlé des grands types de trains. Mais en fait, ensuite, suivant où je vais, si je prends mon petit Cessna là, ça c'est un Cessna. Si je vais, par exemple, en montagne, eh ben, je vais adapter ici, en dessous. Hop. C'est quoi ça? Des skis. Des skis? Ouais, très bien dessiné mes skis. Si je vais sur la mer, je vais adapter Des bateaux. des flotteurs. Mon dessin est Non, vraiment pas- d'une pas qualité... avec Hein? On peut pas avec celui-ci. Si, il y a des versions du Cessna qui sont capables d'avoir des flotteurs. Du coup, il n'y a pas le bar devant au milieu. Il n'y a pas la roulette au milieu. Si, elle y est, mais elle est... Non, il n'y a pas la roulette. Non, il y en Non, a ils ont, que deux. ils ont relié, je sais plus Non, il comment n'y en a ils ont... que deux normalement. Ouais, il n'y a que deux, mais je sais plus comment ils l'ont relié. En tout cas, il peut y avoir quoi? Il peut y avoir soit du normal, soit on peut avoir des patins. Les patins, c'est pourquoi? La glace. La glace. Il peut y avoir des skis sur la neige. Et il peut y avoir des flotteurs. Ça, c'est connu quand même les flotteurs. Ça, c'est, Oui. Les flotteurs, c'est pour sur l'eau. Flotter. Ok. Et il peut y avoir des roues. J'avoue que- Des bon, roues tube. pour tout le reste. c'est pour soit l'herbe, soit le bitume. C'est plus pratique. Bon, Le sable, il y en a qui atterrissent sur le sable. Oula, du sable. Alors je dis pas que c'est impossible. Hein. J'ai Je crois que juste. les A400, elles atterrissent sur le sable. Elles peuvent atterrir sur les Ah oui, plages. mais ils peuvent atterrir sur beaucoup de choses. Après, les pistes qu'on a nous en aéronautique, c'est de l'herbe ou du bitume. Oui. De l'herbe, ouais. Tu prends par exemple l'aérodrome de Villefranche, c'est une piste en herbe pour les avions. Hein.
Je parle pas des pistes ULM. À Figeac, quand vous viendrez, vous verrez, on a une piste en dur pour les avions et une piste en herbe pour les ULM. À Villefranche, c'est une piste en herbe pour les avions. Voilà. C'est pas que les ULM qui ont des pistes en herbe. Même si souvent ils ont des pistes en herbe parce qu'en fait ça coûte moins cher à l'entretien, quoi. Et puis ils peuvent décoller partout. Exactement. Ça va pour tout le monde? Allez, on a bientôt fini. C'est plat. Encore un petit peu de vocabulaire. C'est bon? Ah pardon. Tu vas faire un décollage. Oui, c'est bon. Moi j'ai fait. C'était bon, pardon. Alors, il nous reste un dernier petit truc. Donc là, vous avez l'exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, la monotrace. D'accord? Et ça s'appelle les balancines, mais on s'en fiche, hein. En vrai, si vous voulez l'écrire, vous pouvez l'écrire, mais bon. Il y a un truc qui va être intéressant. C'est donc dans la vidéo E16 ici. On va écrire là. Quand je fais mon avion vu de face, E15, c'était pourquoi? C'était pour. Avant. E15, c'était pour le train d'atterrissage. La page 73, le grand 4. Ouais. Voilà. E16, et en plus, c'est pas toujours dans le même ordre, hein. On peut très bien passer de E16 à E38 et revenir en arrière. Ça dépend comment ça a été traité. Ici, si je fais l'avion de face, là je vois l'avion de face, d'accord? Je vois l'hélice là. Il est moins pire que les autres, on va dire. C'est meilleur. Quand je vois ici le train, ça c'est ce qu'on appelle l'écartement entre les deux roues, ce qu'on appelle la voie. Ok? Maintenant, si je fais l'avion vu de côté, oh putain, ça va être un dauphin mon avion, je vous le préviens. Hop là. Ouais, c'est une sorte de dauphin. Ça c'est le cockpit, regardez. Hop. Hop là, c'est un avion. Si je lui mets une hélice à l'avant, c'est plus un dauphin. Cet avion-là, ici, c'est ce qu'on va appeler l'empattement. Empattement. Et je dessine pas le reste, on s'en fiche. Donc, monsieur, Ouais. donnez une définition de l'empattement, parce que l'empattement des roues d'une voiture, c'est plutôt la. C'est plutôt. La largeur de la roue. Ouais, c'est Ouais. euh, Là, ce qu'on appelle l'empattement, c'est la distance entre le train avant et le train principal. Et ce qu'on appelle la voie, c'est l'écartement entre les deux trains du train principal. Pareil. Pas avant et arrière. Ça dépend. C'est la roue à l'intérieur. Attends, je vais chercher. Ouais. Je vais chercher ce que tu es en train de me dire. Empattement voiture. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, l'empattement, c'est la même chose sur les voitures. Ouais. C'est la distance entre les roues avant et les roues arrière. Ouais. Et merci pour la question, parce que tu vois, je Moi, l'avais jamais regardé. Je Donc... confie avec le carrossage, je crois. Ouais, c'est pas grave. Hein. Après, tu sais, des fois, il y a aussi entre les vraies définitions et comment les gens utilisent les mots, des fois, il y a des petits glissements, on va dire, dans la vraie vie. C'est bon? Tout le monde a réussi à faire des dessins aussi jolis que les miens ou pas? Alors là, c'est plus un avion saucisse. Je viendrai noter vos dessins après, je mettrai une note sur 10. Sur la qualité du dessin. Si vous me battez, bon, 10 sur 10. Attention, je mets la barre un peu haute. Pire? C'est possible? Ah oui. Putain, je viendrai voir ça alors. Vous me les montrerez pendant que vous serez en train de faire les QCM. C'est bon pour tout le monde? Je peux effacer? Ouais? Ok. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Voilà. On va avoir. Hop, le 15 il y est plus. Ouais. On va avoir soit dans les avions, on peut avoir soit des roues simples, soit des roues doubles, d'accord? Ce qu'on va appeler un diabolo. Pourquoi ça s'appelle un diabolo? Vous avez déjà vu un diabolo? Pas les diabolomantes, hein, les diabolos avec les bâtons là. La diabolo avec le bâton, ça ressemble à ça. J'ai deux bâtons, une ficelle, et au milieu j'ai un truc qui ressemble à un truc comme ça là. Tac, tac. Ouais. Ah, vous regardez ça? Mais pas dans ce sens. Oui, mais c'est une vue, c'est une vue 3D. T'as pas l'imagination de la 3D, c'est pour ça. Là ici, vous imaginez, il y a les deux roues avec l'axe au milieu. Bah, c'est l'équivalent de ça. Hein, c'est deux roues avec l'axe au milieu. Ah, C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Diabolo. C'est que ça ressemble. Bon, bref. Et là, ça ressemble à une chauve-souris.
Et ensuite, on a des quadruples roues, ce qu'on appelle des boogies. Jamais vu aucune question sur ça, par contre. Ok. Bon, je dis pas que c'est impossible, je dis juste j'en ai pas vu. Ok. Voilà. Ce qui est important, c'est que dans le train d'atterrissage, on va avoir un truc hyper important. Je sais pas si vous le voyez ici, là. La partie qui est là. Je sais pas si vous voyez ici, on voit des trucs. Ici, là. Cette partie-là, je vais essayer de le dessiner mieux. Ici, on le voit bien, celui-là. Il y a une partie un peu plus large et un tube qui passe à l'intérieur. C'est un vérin. C'est un vérin, c'est un amortisseur. La différence entre un vérin et un amortisseur, c'est quoi? L'amortisseur, ça retient Ça absorbe le la traction. Voilà, exactement. Ici, il y a de l'air, par exemple, et quand on va atterrir, ça va se pousser, ça va compresser cette partie. Ouais, je vais regarder. Non, c'est bon. C'est juste un message, je crois. Donc ça va venir compresser l'air et en fait, ça va retenir la-coup. Ouais. Et aussi, un amortisseur, il y a la partie du retour pour éviter que ça fasse ressort. Oui. Alors, on va pas rentrer dans tout le détail des amortisseurs. Souvent, les amortisseurs de voiture, ils sont faits comment? Il y a un gros ressort et il y a une partie justement vérin qui va retenir pour éviter que le ressort il fasse des rebonds. Le but, c'est pas qu'à chaque fois que vous passez sur une bosse, votre voiture elle fasse ça. Donc la partie ressort va faire quand même la partie un petit peu amortie, mais pour éviter que ça rebondisse, au milieu, ici, à l'intérieur du ressort, il y a un vérin. Voilà. Et en fait, l'amortisseur, c'est l'ensemble de tout ça. Ok? Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et, ah oui, il y a les freins aussi. Alors, les freins, ils sont faits comment? Est-ce que vous savez comment ça marche, les freins d'un petit avion? Je parle pas des très gros. Ouais, mais c'est comme les voitures. Un disque avec... Ouais, frein à disque. Est-ce que tout le monde sait comment ça marche un frein à disque? Oui. Alors, les garçons, souvent oui. Bon, moi non, parce que je suis nul en mécanique, mais dans ceux qui savent. Ça, c'est ma roue, ok? Ce qu'on va imaginer, c'est qu'ici, il y a un disque, d'accord? Il fait le tour de la... Mais ça en avait, c'est en céramique ou pas déjà? Ils sont en Sur les métal. petits, non. Non, non, ils sont en métal, classique. Et en fait, ici, vous imaginez qu'il y a deux plaques, là et là, et elles peuvent venir se rapprocher l'une de l'autre. Ça va venir serrer le disque qui est là. Et c'est ça qui va faire le frein. C'est pour ça qu'on appelle ça des freins à disque. Et ici, il y a une partie là, qui va petit à petit s'user. La garniture, Voilà. les plaquettes. C'est ce qu'on appelle les plaquettes. Les plaquettes, c'est la partie qui est là et la partie Oui, c'est qui est la là, garniture des plaquettes. qui vient serrer sur le disque. Et ce qui s'utilise, normalement, c'est pas le disque qui s'use, c'est les plaquettes qui sont là. Elles sont dans un métal plus friable que le disque pour que justement, c'est les plaquettes qui petit à petit viennent s'user. Et quand vous verrez, ben, on vous dira, on vient changer qu'un petit bout en fait. Sur les plaquettes, juste. Oui. Si on a usé toutes les plaquettes, on peut venir bousiller le disque. Si vraiment on est des gros malades et bon. Mais même à force, ça utilise le disque. Oui, voilà, à force. Mais normalement, le disque est quand même plus solide. C'est bon pour tout le monde? Pour tous ceux qui ne savaient pas comment ça marchait. Comment je freine avec l'avion? Ouais. Faut appuyer sur la pédale. Ouais, effectivement. Donc les pédales, si on les regarde, vues de côté. Hop, ça c'est mes pédales. Quand je pousse sur le pied et que j'avance le pied comme ça, tac tac, ça fait la gouverne de direction. Mais quand j'appuie sur les orteils, ça vient faire basculer cette plaque-là comme ça. Donc avec les orteils, ça vient freiner. Et les deux freins sont différents. Ça, vous pourrez l'essayer sur le simulateur juste après. Vous allez voir, j'ai les palonniers, donc on peut l'essayer là-bas pour comprendre. Pour freiner, c'est les pointes de pied. Ok? Mais on va freiner en l'air. Alors, est-ce que je peux freiner en l'air? Tiens, ça c'est une bonne question. Mais ça sert à rien. Exactement, je peux freiner en l'air. Mais Oui. ça sert à Je rien, vais les hyper bien arrêter mes roues. Elles sont à la Bah, tu parles ça. Donc ça sert à rien. Les ralentir dans un avion, on peut. Alors, comment on fait pour ralentir dans un avion? On baisse le régime moteur. Ouais. On sort les aérofreins. Non. Alors, Oui, non. on pourrait si on veut ralentir très vite, mais sortir les aérofreins, le problème, les aérofreins, ils font pas que freiner, ils détruisent complètement la portance. Donc si je sors les aérofreins, mon avion il fait caillou un peu. Donc je peux, c'est pas le premier truc qu'on fait. Avant de sortir les aérofreins pour ralentir, en fait on va pas freiner, on va ralentir, mais c'est l'air qui va nous freiner. Ouais. C'est pas les avions de chasse, ils montent fort et après ils redescendent pour se prendre l'air de. Oui, alors oui, effectivement, je peux venir me mettre comme ça et effectivement je freine, mais c'était pas à ça que je pensais en premier. Anaïs, t'as une idée? Ouais, ça c'est sûr. Des compensateurs pour freiner?
Non. Je vois pas ce que tu veux dire. Tu le mettrais où le compensateur? Parce que moi je vois les compensateurs ici, ici, ici. Là il y a les aérofreins comme nous a dit, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Sylvia, merci. Je sais pas ce que je voulais dire. Après si, il peut y avoir des destructeurs de portance sur le bord d'attaque, sur le bord de fuite, ça on le verra un peu plus tard. Ça va un petit peu avec les aérofreins, mais c'était pas à ça que je pensais. Sofiane? Ouais, mais déjà pour freiner, il faut arrêter d'avancer. Exactement. On s'arrête là, c'est bon. Ralentir. Donc en gros, au moment où je veux freiner, le premier truc que je fais, je ralentis la rotation du moteur. Sinon, Et en fait, rien qu'en faisant ça, mon avion déjà il va arrêter d'avancer trop vite. L'air qui est devant, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'air ça freine. Donc naturellement, effectivement, je vais ralentir. Si j'ai besoin de ralentir encore plus vite, alors ce que je peux faire, ce qu'il nous disait tout à l'heure votre camarade, je peux me mettre en montée. En montée, ma vitesse, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, va se convertir en énergie potentielle. Mais en fait, je vais... Ouais, voilà. Comme en vélo ou en voiture. Dès que j'essaye de monter, si je pédale plus, bah, mon vélo, il va s'arrêter un moment. Mon avion, pareil. Il va s'arrêter un moment. Et en fait, ensuite, si je voulais, il y a tout ce qui est aérofrein et tout ça. Mais les aérofreins, c'est plutôt vraiment pour le sol. Alors, sauf certains gros avions pour des manœuvres très spéciales, quand ils ont besoin de faire des gros virages et tout ça, mais on est dans des cas un peu particuliers. Et les volets, on n'utilise pas. Les volets peuvent aider à freiner. Après, les volets, en l'air, on va les utiliser qu'au moment où on sera plus très très loin d'atterrir. Alors, quand je freine, moi je confonds les aérofreins avec les volets. Ouais. Les volets, ils sont souvent ici. Les aérofreins, ils sont soit sur le dessus, soit sur les côtés du fuselage. Il y a certains aérofreins qui sont ici, là. Un peu comme les branchies des poissons. Sur le côté du fuselage. Attention que sur des avions plutôt style militaire, hein, pas dans... MiG 21, 15. Je sais pas trop. Bon, est-ce qu'en gros, l'idée, ça va de ce qu'on a vu aujourd'hui? Ce que je vous propose maintenant, du coup... Non, c'est pas ça que je fais. Allô? Une seconde, j'ai une remarque de votre camarade. En anglais, spoiler, si je suis en voiture, effectivement, c'est le petit truc que les Jackie Tuning ils mettent à l'arrière. Ok? C'est ce qu'on appelle dans les voitures l'aileron. Mais en avion, l'aileron, il se dit en français, il se dit en anglais, soit aileron, soit, non, fin. Et le spoiler, c'est des aérofreins. Soit spoiler, soit Ah, aérofrein. mais regardez, en termes d'automobile, un aileron ou spoiler en anglais, Ouais. ça porte à quoi aussi? Ouais, c'est un peu... c'est sûrement qu'ils n'utilisent pas les bons mots parce qu'en en aéronautique, le spoiler, c'est vraiment un truc qui est sur le dessus de l'aile. Ok? C'est bon? Du coup, ça répond un peu à la... Allez. Alors, en vol, la structure de l'aile d'un avion doit être capable de subir. Vous levez la main, comme ça on fait dans l'ordre. Ou sinon je fais dans l'ordre, tiens. Vas-y. Traction à l'extrados et compression à l'intrados. Alors, quand je suis en vol, tu me dis la réponse B. Effectivement, C'est B. je sais pas. Non. Alors, regardez, mon aile, elle va avoir tendance à aller vers comme ça. C'est quoi l'extrados déjà? L'extrados, c'est le dessus de l'aile. Donc regardez, le dessus de l'aile ici, les petits bouts de polystyrène, est-ce qu'ils vont être tassés l'un contre l'autre ou est-ce qu'ils vont être arrachés sur le dessus? Ils vont être tassés sur le dessus et en bas, écartés. Donc sur le dessus, ça va être une compression et sur le dessous, l'intrados, ce sera une traction. Donc ici, une compression à l'extrados et une traction à l'intrados. C'est la A. La B, on va demander du coup à Anaïs. Je vais faire dans l'ordre. Hein. A, au sol, le carburant contenu dans une aile, il entraîne sur les longerons. Alors est-ce que tu te souviens de ce que c'est les longerons? C'est la longue barre qui serait dans l'aile ici, les garçons. Donc ici, le carburant, il est dans l'aile. Il va faire quoi sur le longeron? Effectivement, regardez, le carburant dans l'aile, il va avoir tendance à tirer l'aile vers le bas. Donc il va faire un effort de flexion sur l'aile. Effectivement. Ok? Et sur les longerons, du coup. La 12, je vais demander du coup à Angelina. Les pièces qui se situent dans le sens longitudinal. Ça veut dire quoi, longitudinal? Voilà, regardez, il y a écrit longueur. Ok? Donc selon la longueur de l'aile. Donc encore une fois, on est sur la longueur de l'aile, comme ça. Et assurant la plus grande partie de la résistance, ça s'appelle comment, Angelina? Tu allais dire quoi? Les raidisseurs.
Ouais, non. En plus, on l'a même pas vu ce mot. Ah, Alors. les traverses. c'est les longerons. C'est les longerons. La partie la plus grande, ça va être la longeron. À la fois sur le fuselage et à la fois sur Les les... petits, c'est l'hélice. Ouais. Et les traverses, c'est. Les traverses, c'est quand on est sur le moyens. fuselage. En fait, l'hélice et les traverses, c'est suivant si on est sur le fuselage ou sur l'aile. Ok. Vous battez pas, hein, c'est pas grave. En plus, ça, c'est des questions qui sont pas fun. Du coup, j'en suis... Alors, à toi là-bas, vas-y, je t'écoute. Identifier les éléments 1, 2, 3. Donc regardez, ici, ça c'est le gros morceau, la grosse poutre qui va traverser. Là, j'ai l'aile. Hein. Les longerons. Ça va être le longeron. Déjà, je regarde là-dedans. La poutre. On pourrait dire à la rigueur, quand on ne sait pas, couple. Non, les couples, c'est plutôt les cadres quand on est dans le fuselage. Nervure, C'est les cadres. c'est les cadres C'est ça. sur l'aile. Donc déjà, on peut éliminer ces deux-là. En deux, alors là, on n'y voit pas très bien, c'est les cadres. Voilà. Et les cadres, ça, attention, ça peut pas être le couple, parce que le couple, c'est quand on est sur Nervure. le fuselage. Je suis en cours, Ok. Les traverses. je suis en cours, j'avoue. Ça va pas être les entretoises, donc il nous restait, c'est pas les traverses, donc c'est forcément les nervures. Donc on a déjà gagné. On va quand même vérifier le troisième. Le troisième, entretoise. Bon alors, déjà on n'y voit rien, mais c'est des petites barres qui sont au milieu. C'est une barre qui sont à l'intérieur de la nervure. C'est l'hélice. Les garçons, s'il vous plaît. C'est le truc qui est à l'intérieur. Non, les lisses, C'est pas l'hélice. c'est des trucs qui seraient entre ici. C'est les Or, les entretoises, elles sont à l'intérieur Les comme ça. traverses, Elles traverses. sont à l'intérieur du seul cadre. Ça vient rigidifier le cadre en fait. Non, l'hélice, c'était pas l'hélice, c'est les traverses. C'est les traverses, pardon, j'ai dit de la merde. Ah ouais. Ok. L'hélice, c'est dans le fuselage. Hop. Donc là, c'était la B. Bon, en vrai, des questions comme ça, honnêtement, hein, C'est l'entretien. vous devez avoir 10 sur 20. C'était des entretoises. Mais on l'avait pas vu ce coup. Non. Et là, si tu regardes, la moitié des mots qui sont proposés ici, on les a pas vus. Le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de mots différents suivant mécaniquement ou à quel endroit ils sont reliés. Je ne vais pas vous faire un cours de mécanique sur toutes les pièces d'un avion interne, ça n'a pas de sens. Par contre, les pièces externes, comment ça s'appelle le dessus de l'aile, le dessous de l'aile, ça c'est important. Mais Les sur- couples. Donc je suis sur avec... les ailes, on n'avait pas parlé de traverse. Non, C'était mais sur le c'est fuselage. entretoise. Alors. Entretoise. Attends, c'est quoi que tu me dis tout à l'heure? Mais Qu'est-ce que sur j'ai fait le Dans schéma mon qu'on dessin, on fait- avait dit, dans les ailes, si je me retombe pas, on avait parlé de nervures et de lisses, d'accord? Ouais. Voilà. Et c'était quoi la question? Mais c'est pas des lisses du coup. Non, c'est des Le 3. Le 3. Non, parce que les lisses, ils seraient ici entre deux Ah, nervures. ok. Alors que là, l'entretoise, elle est à l'intérieur, tu vois, elle est reliée au cadre. Ah ouais, ouais. Voilà. C'est une structure pour solidifier un petit peu le truc. Mais vous inquiétez pas sur ce genre de questions, vous avez besoin d'avoir que 10 sur 20 en tout. Donc on peut aussi... Non, Hop. il est parti. 2 secondes, je vais juste voir. Abdel Kidari. C'est quelqu'un que vous connaissez? Mon père. Hein? Mon père. Pour de vrai? Oui. Ah mince, parce que j'ai cliqué sur refuser, trop tard. Bon, de toute façon, on a bientôt fini. Allez, j'en étais du coup, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Ah oui. Bien, à toi. Ah oui. Ouais. Les couples. Alors les couples, c'est quoi? Ça correspond. Les autres noms qu'on pourrait donner, c'est soit cadre, soit nervure. Ah oui, donc c'est. Suivant si je suis dans. Donc là ici, on regarde, c'est quoi? on- Est-ce qu'ils sont situés en bout d'aile pour éviter le tourbillon de marginaux? Non. Non, ça c'est quoi? Ça, c'est les. Winglet. les winglets. Ok. Ah, monsieur, on va tout corriger. Mais je vais aller assez vite. Après, au pire, tu regarderas la vidéo. Si tu dois y aller, si tu as un bus, tu y vas et tu regarderas la fin de la vidéo. Je corrigerai. Ouais. C'est à quoi? Ça prend quoi? Ça prend vers les 20 dernières minutes. Ouais, voilà. J'ai vu, je dirais, la semaine dernière, il y avait quoi? Il y avait 1h30. Ouais, c'est ça. Je mets en pause à chaque fois que vous êtes en train de réfléchir et je relance après. Ah, Pour fait, montage. raccourcir un peu, pour éviter qu'il y ait une Ça, vidéo. vous êtes bon en montage? Non, je fais juste pause. Je fais pas de montage. Comme ça. Ben, du coup, c'est la A. Ouais, Dans c'est le la A. fuselage, le même rôle que les. Exactement. Les pièces maîtresses du fuselage qui supportent les efforts de flexion, ça ce serait les longerons. Ils sont toujours montés par paire pour augmenter leur solidité. Là, ils ont juste essayé de jouer sur le mot couple. Hein. Ça veut rien dire. Monter par paire, ok. Allez, donc là c'était là. On en est ensuite à ton voisin. Les avions de transport ont des réservoirs de carburant dans les ailes, pourquoi? Alors celle-là, elle n'est pas évidente. T'as une idée? Je sais pas, j'ai mis la D.
Alors, est-ce qu'on veut que l'avion soit moins stable en vol? Ben non. Alors déjà, est-ce qu'un jour on a envie que l'avion il soit moins stable en vol? Non. Obtenir du carburant plus froid, donc plus dense, qui améliore le rendement. On pourrait se poser la question. Ouais, j'ai mis ça. Ouais. Limiter la consommation des moteurs. Alors pourquoi les... Au revoir. Pourquoi les carburants mis dans les ailes, ça limiterait la consommation du moteur? Il n'y a pas de raison. Ouais, vite fait alors. Limiter les efforts au niveau de l'emplanture de l'aile. Alors là, pour ça, il faut faire un super dessin. Je vous fais un dessin. Je fais mon avion comme ça. Ça, c'est mon avion avec l'hélice qui est là. Hein. L'emplanture. Je fais le premier cas, où les réservoirs sont dans les ailes. Non, non, ça c'est les ailes, sur les côtés. Alors regardez, où est-ce que j'ai les efforts sur cet avion? Où est-ce que c'est qu'il y a la portance? Sur les ailes. La portance, elle va être là et elle va être là. Vous êtes d'accord? Oui. Où est-ce que j'ai du poids? Le poids de l'avion. Alors le poids de l'avion, il est en gros ici. Et le poids de chacun des éléments ici. Là et là. Ah, Maintenant, si je fais le même avion, hop, c'est exactement le même, ça se voit pas, mais c'est exactement le même. Je fais ma portance ici. Et si on Je met fais le ma carburant portance au ici. milieu, Par contre, je mets tout le carburant ça fait du poids en plus. ici. Je vais avoir le poids de l'avion qui est là. Je vais avoir le poids du carburant qui est là. Donc, à cet endroit-là d'accrochage de mes ailes, ça tire vers le haut, tout ça, ça tire vers le bas. Donc là, on arrache les ailes. Ouais, J'ai un doute. vas-y, vas-y. Moi aussi, Vous avez, si vous devez y aller, je finis juste la correction, vous l'avez en vidéo, vous pouvez voir la fin. Ok? Donc là, ici, l'avantage, c'est que je n'aurai que cette partie qui va peser. Le reste, ça va un peu se compenser et ça évite que là, on ait des efforts trop importants. C'est bon pour tout le monde, l'idée? Donc vous voyez que c'est pas... Je vous avais dit, une fois qu'on a donné l'explication, c'est logique, mais tant qu'on l'a pas donné, faut arriver à imaginer ce qui se passerait si on avait tout le carburant ici. Donc là, la bonne réponse, c'était la D. Effectivement. Ok? La question suivante, soyons honnêtes, j'ai même demandé à des collègues, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Donc des fois on vous pose des questions qui sont complètement hors délire. Le flotteur explosif. Alors le flotteur explosif, est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce que c'est? C'est un truc qui. Non. Je sais pas. Flotteur, c'est une sorte de vibration en fait. Donc là, c'est ça. C'est un phénomène de vibration qui est subi par la structure et en gros ça fait une résonance. En gros, vous imaginez, c'est comme quand vous êtes en voiture, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand on atteint pile poil 110, la voiture elle se met un peu plus à vibrer. Si j'accélère après, ça vibre plus. En fait, c'est un phénomène de vibration et c'est une fréquence particulière où mon avion il va se mettre à vibrer comme ça. Du coup, faut pas aller. Ouais. J'étais à 120 et ça faisait. Ah ouais? Ok. Encore Le 15 c'était le D, pardon. Tu vois, c'était parce que sinon le poids du carburant, il se rajoute au poids de l'avion ici alors que la portance elle est là et ça risquerait d'arracher les ailes. C'est bon? Donc tu as déjà fait du planeur? Oui? D'accord. Et de l'avion aussi? Non. D'accord. Il y en a qui ont déjà volé en avion? Ouais. Bah, j'étais dans l'avion. Moi, Oui. j'étais Mais dans les petits avions, hein, je parle. Hein. Oui, mais j'ai fait que le décollage. D'accord. Parce qu'après, j'ai fait un saut en parachute. Ah oui, d'accord. J'ai fait mon baptême de l'air, mais sans faire la télé. D'accord. Si je lui ai pas dit. Allez, le Karman. C'est quoi le Karman? Mais en fait, on a dit ici, cette partie-là, là, c'est ce qu'on appelle l'emplanture. C'est l'endroit où l'aile, elle est attachée. Oui, du coup, Sylvia, pardon. La B. Oui. Alors, en gros, le Karman, c'est un petit boudin qui va être ici et ici. Non, mais j'ai mis la B sur le nom aussi. Ok? C'est un boudin qui va être là pour éviter que l'air, ici, il ait des trucs un peu trop bizarres, sinon ça ferait des tourbillons. Ok. Donc, Moawiya, voilà. Les spoilers. C'est quoi les spoilers? On a pas mal volé les batteries. Alors les spoilers, Sont toujours automatiques? non, pas toujours automatique, non. Ça, c'est des réducteurs de portance. C'est des réducteurs de portance.
Là, c'est toujours les spoilers qui sont au-dessus, ouais. J'ai vu un avion, je sais pas si ça a été mis en service ou quoi que ce soit, mais l'aérofrein était dans la queue et ça faisait comme ça. Ouais, en gros, ici, là, vous pouvez avoir, vu de dessus, des trucs qui font comme ça, Ouais. en fait. Mais là, on est vraiment sur des avions très typiques militaires et tout ça. Pas sur des... Et sinon, ils sont sur le dessus de l'aile et ils viennent comme ça. Et ça sert à ce que l'air, on verra plus tard qu'il y a des écoulements d'air, ça vient décoller les flux d'air. Ce qui fait qu'il n'y a plus de portance et l'avion, il est bien sur ses roues. Ok? J'ai perdu mes stylos, je voulais... Hop, allez, on avance. La 19. Alors, c'est quoi un dispositif hyper sustentateur? J'en étais à Mustapha. Alors, c'est quoi un dispositif hyper sustentateur? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ça? Ça aide l'avion à voler. On a quoi dans les dispositifs hyper sustentateurs? On a surtout les volets. Donc les volets, c'est du hyper sustentateur. Il nous reste quoi? Est-ce que les aérofreins, ça aide à voler? Non. Donc déjà, on peut avoir un doute sur celui-là. Les becs de bord d'attaque, on n'a pas encore vu, mais sur le bord d'attaque, on verra ça dans les prochaines fois. Ici, il peut y avoir des éléments qui viennent se rajouter là pour aider les flux d'air à coller et tout ça. Sur l'avant de l'avion. Sur l'avant de l'aile. Ouais, Ah, de l'aile. de l'aile. Là, on est sur l'aile. Je sais que ça se voit pas bien, mais il peut y avoir ici, là, un petit système qui vient s'avancer. Un petit système qui vient s'avancer pour augmenter ici l'accrochage des flux d'air. Donc ici, le seul qui détruit finalement la portance, c'est les aérofreins. Donc c'est les aérofreins. Ah, c'est la D. C'est la D. La D, pardon. La D, ouais. Du coup, je reviens à Étienne, c'est ça? Maël. Maël, pardon. Et oui, non, Étienne, c'est ok. La gouverne de direction, elle est où? À l'arrière de l'avion, Ouais, elle est fixe et verticale. ouais. La gouverne de direction, c'est celle-ci. Ok? Donc elle est à l'arrière, verticale. Par contre, est-ce qu'elle est fixe? Elle Non. bouge comme ça, juste. Ah oui, elle bouge, donc elle n'est pas fixe. Perdu. Pas fixe. Mobile. Donc, elle est Ah, les mobiles. verticale, tu m'as dit. Pourquoi tu fais ça? Donc, je prends verticale, Tu fais ça? je prends verticale, j'élimine horizontale. Ok? Oui, Bon, il me reste quoi comme réponse, en gros, quand je fais ça? Ça bouge. La B. Ça bouge. Est-ce que c'est situé à l'extrémité de chaque demi-aile? Non. Ça, ce serait plutôt une partie mobile située à l'extrémité des ailes. Ce serait quoi? Maya, s'il te plaît. C'est quoi la partie mobile qui est à l'extrémité de l'aile? Alors, pas extrémité. Je parle pas de la partie fixe à l'extrémité des ailes, le winglet. Je parle d'une partie mobile qui est plutôt vers les bouts d'ailes. Le volet? Ouais, mais ouais, non, c'est pas au bout de l'aile. La partie bleue, c'est pas les volets. C'est les. C'est les. Ah, Les Oui. Les ailerons. les ailerons. ah oui, d'accord. Donc ici, ça, ce qu'il voulait dire, c'est les ailerons. Donc là, nous, la bonne réponse, c'était la B. D'accord? Parce que c'est une partie mobile, c'est ce que tu m'as dit en plus. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc on passe à Anaïs. C'est pas la question la plus facile, mais bon. L'envergure de l'avion, c'est quoi? Moi, j'aurais dit que c'était la D. Ouais, je suis d'accord. L'envergure, je vous ai dit tout à l'heure, je pars d'un bout à un bout, vous imaginez? S'il te plaît. Ce serait la largeur du garage qu'il me faut pour ranger mon avion. Mon avion, pour le ranger, il me faudrait B de ce côté-là, B de ce côté-là. Et au milieu, C. Donc il me faudrait B plus C plus B pour ranger l'avion dans le garage. Donc l'envergure, c'était B plus C plus. C'est bon? Oula. Vous avez compris l'explication ou pas? Mais Et donc le canard, on en est à... Rappelez-moi vos prénoms en même temps. Martin. Martin. Ok. C'est la A. Alors, est-ce que c'est lié au train d'atterrissage, le côté canard? Est-ce que c'est un flotteur avec des roues déployables? Ouais, est-ce qu'il a un masque et un tuba aussi? Bon, ok, non. Il n'a pas des plumes sur les ailes. Il a pas des plumes sur l'aile, t'es sûr? Ouais, je pense. Ouais, je suis d'accord. Allez, pas de plumes sur l'aile. Est-ce qu'il a une gouverne de profondeur placée en avant de l'aile ou est-ce que la présence des becs de bord d'attaque ayant la forme d'un bec de canard? Ah, j'espère. Alors ça ressemble à quoi un bec de canard? Déjà, est-ce que vous m'avez vu tracer Donald Duck? Ouais. Non, donc ça veut dire que c'était pas ça. Hein. Il nous reste... En fait,
c'est cette gouverne de profondeur. Vous imaginez, je la démonte. Ça canard, s'il y a pas de B. Regardez, je prends ça et je le mets là. Ça, c'est un empennage canard. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok, comme sur le Rafale. Et du coup, C'était pas visible sur l'image qu'on avait, c'était pas très visible. Voilà. En fait, c'est vous imaginez que au lieu qu'on l'ait à l'arrière, bam, on vient le coller. Alors souvent, ça lui fait plus des moustaches finalement. Hein. Ah, mais du Là, coup, je l'ai mis en dessous, mais voilà. Mais du coup, l'arrière il tombe là. Enfin, il y a Non. rien à l'arrière qui le. Regarde, ce serait comme ça. Voilà. Tac. Encore un dessin de qualité. Comme ça. Alors pourquoi ça va pas tomber? Parce qu'en fait, si on équilibre bien, et c'est toujours l'histoire de bien équilibrer, il faut arriver à bien équilibrer pour que, bien sûr, il ne faut pas avoir une queue qui soit de 10 km, qui soit hyper longue, hyper lourde. C'est pas conçu comme ça. D'ailleurs, les avions canards, si vous regardez, ça c'est plutôt à l'arrière d'ailleurs. Ok. Bon voilà. Allez, on avance. Sinon, on n'aura jamais fini. On en était du coup à, je sais plus après Martin. Gaël. Par rapport au train d'atterrissage classique, le train d'atterrissage tricycle, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est tricycle et classique? À l'avant, deux à l'arrière et deux Ouais, donc tricycle. et une à l'avant et deux à l'arrière. Tricycle. Oula. Ok, j'ai mon avion comme ça, tac, Il a l'avant tac. du milieu. Voilà, il a une à l'avant, deux ici. Et le classique, Il y en a deux à l'avant et une à l'arrière. voilà, et je vais le dessiner toujours un peu comme ça, pour qu'on voit bien, hein. Bon, c'est l'ordre d'idée. Ok, c'est une patate, hein. Ok, donc vas-y, je t'écoute. Alors, je vais passer ça. Donc, le train d'atterrissage tricycle. Déjà, est-ce qu'il y a une meilleure visibilité là que là? Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il a une traînée plus faible en vol? Du coup, c'est la A. Alors, ça, on n'en sait rien, hein, franchement. Attends, non, parce que dans les QCM, je vous ai déjà dit, il faut lire toutes les réponses absolument, parce que comme ils sont un peu malades. Est-ce que j'ai une meilleure stabilité au roulage dans celui-là que celui-là? Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui. C'est que lui, il va avoir tendance à chasser du cul. C'est plus dur de rouler avec ça qu'avec ça. Donc en plus, c'est un petit peu plus stable. Ce que je ferais, moi, si j'étais un joueur de QCM, je mettrais un environ oui. Vous voyez? Là, j'ai mis un point d'interrogation, je sais pas trop, je dirais plutôt non. Là, je dirais un environ oui, et je lis la dernière question. A et C sont exacts. Du coup, c'est forcément. Alors, c'est pas forcément. Il peut y avoir un des deux qui est faux. D'accord? Ça existe la proposition B et A sont justes et que la B soit fausse. Ouais. C'est des pièges aussi. Ouais. On peut pas juste faire des stats. Donc là, c'était la D. Dernière question pour Sylvia, du coup. Le fluide d'un circuit hydraulique. Alors ça, on n'y a pas du tout répondu. Ouais, vite fait. Alors, est-ce que c'est de l'eau utilisable sous basse pression à une température supérieure à 0? Est-ce que c'est difficilement utilisable sur des avions du fait de sa compressibilité? Est-ce que c'est utilisé qu'au-delà de 0 degré pour les freins et les vérins? Ou est-ce que c'est utilisé sous pression pour actionner des commandes? Exactement. On n'a pas parlé de température. Et en fait, au contraire, souvent les fluides qui vont être dedans, on va essayer de mettre des trucs qui ne peuvent pas geler. Parce que les avions, ils peuvent voler en dessous de 0 degré. Hein. On est souvent en dessous de 0 degré. On verra ça quand on fera la physique des couches d'air et tout ça. Mais en fait, là, effectivement, la 24D. Ok?